Informel, c'est ton nouveau talk qui décrypte l'actu et l'actualité politique avec, je l'espère, une forme qui change. Alors vous y verrez des journalistes, des décrypteurs, des acteurs politiques, des associations, des personnalités, des médias aussi seront présents pour parler tous ensemble de l'actualité du moment en, je l'espère, les rendant accessibles et attrayantes. Homme politique apparenté, LFI, réélu dans sa circonscription lors des dernières législatives, ses actions et ses déclarations créent souvent la controverse. Autant adoré que détesté, il est devenu, peut-être malgré lui, une personnalité à part entière. Bienvenue sur Informel, Sébastien Delogier. Merci beaucoup. Apparenté, LFI également, et aussi réélu, c'est à l'âge de 21 ans qu'il devient l'un des plus jeunes hommes politiques de l'histoire, connu pour son militantisme en faveur de la cause étudiante. Rien ni personne ne lui fait peur, même pas les grands animateurs de télévision. Merci d'être avec nous, Louis Boyard, pour décrypter l'actualité. Merci. Si une couleur devait le représenter en tant que journaliste, croyez-moi, il serait, c'est certain, un arc-en-ciel. C'est en effet par ses prises de position hautes en couleurs qu'il s'affirme régulièrement sur BFM Télé. Journaliste, rédacteur en chef du média Regard, Pablo Pio-Vivien, merci aussi de nous honorer de ta présence Merci sur le premier numéro d'Informel. Présentatrice de l'édition du soir et journaliste, notamment pour la chaîne CNews, dans ses journaux, elle fait tout pour employer un langage facile afin de rendre l'information accessible au plus grand nombre. Merci Maureen Vital pour cette présence-là. Maintenant que vous connaissez nos invités, je vous propose de découvrir le sommaire, bien sûr. Up and down, Emmanuel Macron qui ne nomme pas de nouveau Premier ministre plus de 50 jours après sa défaite. Anne Hidalgo qui annonce que les anneaux olympiques vont rester sur la Tour Eiffel. La rentrée de Cyril Hanouna avec TPMP sur C8. La CAF qui devrait rembourser les abonnements des sites de rencontres selon un sociologue. Des cours d'éducation intime au collège et lycée annoncés par Gabriel Attal. Ou encore des places de parking réservées aux femmes pour lutter contre l'insécurité. Est-ce que ce sont des up ou est-ce que ce sont des down? Question qui tue. Nos invités de la semaine, Louis Boyard, Sébastien Delogier, Pablo Pio-Vivien ou encore la journaliste Maureen Vidal répondront à mes questions les plus brûlantes. Le dossier de la semaine, refus d'obtempérer ou encore triste rodéo urbain, la France est-elle laxiste ou trop autoritaire? Je vous propose de démarrer ce premier numéro par les up and down. Alors les up and down, pour tout vous expliquer, c'est une rubrique qui est culte sur mon autre talk qui s'appelle Aja. Là, j'ai changé un petit peu la recette. Je vous annonce un sujet et vous allez pouvoir tout simplement nous partager si pour vous c'est un up ou alors si c'est un down. Donc vous l'avez compris, un coup de cœur ou un coup de gueule. Et bien sûr, nous partager en détail pourquoi. On va commencer avec un tout premier sujet. Et au moment où on tourne ce premier numéro d'Informel, on n'a toujours pas le nom du Premier ministre. La nomination n'a pas eu lieu. Pourtant, il y a une procédure de destitution qui a démarré il y a quelques jours via l'article 68 de la Constitution. Il y a Mathilde Panot qui a même tweeté « Macron refuse de se soumettre au vote du peuple, donc nous devons le démettre ». Et c'est Manon Aubry, LFI, sur CNews, justement, qui disait la chose suivante. Regardez. Un président de la République aujourd'hui qui, 50 jours plus tard, refuse toujours d'accepter sa défaite. Je me mets à la place des gens qui, j'espère, parce que c'est pas le cas de tout le monde, sont partis en vacances au début de l'été, ou au moins les enfants qui sont partis en vacances le 9 juillet dernier après les élections législatives. Ils reviennent à la fin de l'été, il n'y a toujours pas de Premier ministre, il y a un gouvernement démissionnaire qui gère beaucoup plus que les affaires courantes, et à la fin des fins, on revient dans le monde d'avant en consultant les anciens présidents de la République, on nous propose même Bernard Cazeneuve. Moi j'ai l'impression d'un immense retour dans le passé. Alors Emmanuel Macron qui n'a toujours pas, au moment où on tourne, et le nom peut tomber à n'importe quel moment, nommé un nouveau Premier ministre plus de 50 jours après sa défaite aux législatives, comme le rappelle Manon Aubry, pour vous c'est un up ou c'est un down? Louis Boyard. Down. Évidemment que c'est un down, c'est une dinguerie. Faut le dire, on a gagné les dernières élections législatives et on est arrivé en tête, le nouveau Front Populaire. Et en vrai, ce qui s'est passé dans les dernières élections, c'était incroyable. Il y avait notamment des jeunes qui avaient jamais voté ou même des gens qui étaient dégoûtés de la politique qui ont dit « Ok, cette fois je m'en mêle quoi. Cette fois j'y vais, je sens que mon vote il va être utile. » Paf,
on arrive en tête pour les élections. Et les gens, ils savent très bien pourquoi ils ont voté. Déjà, ils ont voté parce qu'ils veulent plus de Macron. De toute façon, Macron, c'est l'un des disciples les plus détestés du pays. Et ils ont voté parce qu'ils se disent, mais en fait, moi, tout augmente autour de moi, mais pas les salaires. Le NFP, il propose l'augmentation des salaires, j'y vais. La suppression de l'impôt sur la fortune, tout le monde demande le retour de l'impôt sur la fortune. Les gens, ils veulent ça. La précarité des étudiants, tout le monde demande à ce qu'on agisse. Et Emmanuel Macron, il refuse de nommer Lucie Castet, donc la candidate que nous, on a proposée pour être première ministre, pour une raison très simple. Il a eu un repas avec plein de grands patrons, donc Bernard Arnault, le PDG de TikTok et d'autres, et il leur a dit, ne vous inquiétez pas, sur l'économie, les choses ne vont pas changer. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir continuer de vous gaver. Je vais nommer un Premier ministre qui ne va pas toucher à l'organisation économique et au partage des richesses. Et donc du coup, c'est un down parce que c'est pas uniquement Macron qui fait tout pour garder le pouvoir, c'est surtout quelques milliardaires qui utilisent de tous les pouvoirs qu'ils ont dans le pays pour essayer de maintenir leur monopole et leurs profits. Maureen Vidal, pour toi, c'est un up ou c'est un down? Alors moi je dirais un down aussi, Sam, tout simplement parce que quand on regarde bien là, les Français ils attendent quand même d'avoir un Premier ministre, je pense aujourd'hui. Comme a dit Louis également, c'est vrai qu'ils se sont tous déplacés aux urnes, ils n'ont toujours pas de réponse. On est à la fin de l'été, il y avait une promesse qui a été faite juste après les Jeux Olympiques de la part du président. Aujourd'hui il y a les Paralympiques effectivement sur Paris, mais du coup, est-ce que le président respecte ou pas sa parole ? Eh ben justement, on est en train de parler du respect de la parole, Exactement. mais on peut l'opposer au respect de la Constitution. Il la respecte en vrai, la Constitution. Il n'y a rien qui l'oblige, si je ne me trompe pas, dans la temporalité, à nommer le Premier ministre que vous lui demandez aujourd'hui, à l'instant même. Non, mais c'est vrai, hein, c'est tout à fait juste. Il y a même des constitutionnalistes qui disent ouais, ils pourraient garder un gouvernement démissionnaire jusqu'en 2027, jusqu'aux prochaines élections présidentielles, etc. Mais le sujet, il n'est pas là. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi. Effectivement, Louis, il a raison. Genre, c'est le nouveau Front populaire, c'est la gauche qui est arrivée en tête aux élections législatives. Pourquoi est-ce que Macron, au lieu de nommer quelqu'un qui était issu de cette formation politique, et après, bon, bah, il se débrouille. Si ça marche pas à l'Assemblée nationale, c'est pas de sa faute. Mais là, il s'est mis lui-même en gros dans la merde, en disant « Vous allez voir, moi je vais vous proposer quelqu'un qui n'aura pas de motion de censure. » C'est-à-dire en gros que l'Assemblée nationale acceptera. Et le problème c'est que ça fait, comme vous l'avez dit tous, ça fait 50 jours qu'il n'arrive pas à trouver. Donc en fait, là il s'est mis lui-même dans la position d'être responsable si jamais il y a une motion de censure. Alors qu'il aurait pu... C'est pas moral ? C'est complètement con, surtout. Enfin, je veux dire, il se tire lui-même une balle dans le pied. C'est-à-dire que, honnêtement, il aurait nommé Lucie Castet, c'est-à-dire la candidate du nouveau Front populaire. Après, Lucie Castet, elle aurait essayé de faire des trucs, elle aurait passé des décrets, etc. Au bout d'un moment, les députés auraient dit « Ah là, ça suffit », notamment les députés de droite et d'extrême droite, « ça suffit, motion de censure ». Bon, voilà, elle est censurée, le gouvernement tombe, et après, on passe à autre chose, il nomme quelqu'un d'autre qui est issu d'une autre formation politique, et il essaie comme ça à chaque fois. Là, le problème, c'est qu'il ne s'est pas mis dans cette optique-là. C'est lui qui est responsable. Il a dit, moi, vous allez voir, je vais vous trouver quelqu'un qui va mettre tout le monde d'accord. Il n'y arrive pas. Oui, on va écouter Sébastien, pardon Maureen, on va écouter Sébastien Delogieux, parce que je suis persuadé que pour lui, c'est un up. Non, pas du tout, c'est down aussi. Non, mais juste, il faut vraiment beaucoup de sérieux dans ce qu'il se passe. Le pays, aujourd'hui, traverse beaucoup de crises, que ce soit des crises économiques, des crises de justice sociale aussi. Et les gens attendent beaucoup du monde politique, se sont beaucoup réveillés et sont allés voter massivement dans les urnes. Et donc, du coup, on se retrouve avec un président de la République qui est en train de perdre le pouvoir. C'est comme un chat qui a la queue de la souris entre les doigts et dès qu'il a s'enfilé, il essaye de la récupérer et de l'attraper. Il perd le pouvoir. Mais alors pourquoi avoir dit toute l'Assemblée nationale dans ce cas ? Parce qu'il a joué un coup de poker, mais il a perdu, tout simplement. Tu ne penses pas que ce soit réfléchi au contraire ? Que ce soit stratégique, qui est en fait toute une stratégie qui nous dépasse derrière ? Non, moi je pense pas. Moi je pense qu'actuellement il est en train de gagner du temps pour faire son budget, pour gagner du temps pour pas lancer le budget tout de suite à l'Assemblée nationale. Il n'a pas de Premier ministre parce que de toute manière, quoi qu'il en soit, il ne trouvera pas de consensus. C'est impossible de trouver un consensus. Il aurait dû faire comme ça se fait partout en Europe, c'est-à-dire nommer une première ministre qui est donc à l'issue des élections législatives qui est arrivée donc premier à ces élections. Donc là, en l'occurrence, c'était donc Lucie Castet. La première ministre qui a été nommée par 4 composantes de gauche, c'est-à-dire Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, les communistes et la France Insoumise, qui ont formé le nouveau Front populaire et qui aujourd'hui sont arrivés en tête des législatives. Alors certes, on n'a pas la majorité, c'est vrai,
Mais là, aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il veut garder le pouvoir avec moins d'un tiers des députés à l'Assemblée nationale et trouver des petits arrangements de politiciens qui ne servent strictement à rien, si vous voulez, pour trouver des solutions aux Françaises et aux Français. Mais tu trouveras personne en fait pour dire c'est up ce que fait Macron depuis le début du mois de juillet. Ouais, non, c'est pas ce Même que les je cherche. journalistes, Même les pas journalistes, lui, même dans sa majorité, ils sont là, genre franchement, on n'en peut plus, on Oui, comprend c'est rien, vrai, c'est ils sont quoi sa exténués. stratégie. Non, mais ce que je cherche à comprendre, c'est quel est l'intérêt et puis surtout la procédure de destitution, est-ce qu'elle peut arriver à quelque chose ou est-ce que c'est pour la forme? Non, c'est vraiment important. Premièrement, tu avais posé la question de pourquoi est-ce qu'il a dissous l'Assemblée nationale. Il y a des offres qui sont sorties dans la presse et en gros, ce qui s'est dit, c'est bon, la gauche elle est divisée, donc la gauche réussira pas à se réunir. Je vais dissoudre l'Assemblée nationale, comme ça le Rassemblement national aura une majorité de députés à l'Assemblée. Pendant 2-3 ans, les gens verront que le RN est nul. Et ensuite, j'espérais que ce sera un de mes candidats qui gagnera la dernière présidentielle. Faut pas croire, hein. Si jamais c'était l'extrême droite qui était en tête, Bardella aurait été nommé à la seconde. Mais pourquoi? Parce que justement, Bardella, lui, il touche pas à tout ce qui est de l'organisation de l'économie, des salaires, des moyens dans l'hôpital, etc. Et sur la procédure de destitution, je veux vraiment expliquer en quoi elle est importante, particulièrement pour les jeunes qui m'écoutent. Je pense qu'on a tous le sentiment que notre pays, là, il est en train de prendre une pente extrêmement glissante. Tout ce qu'on nous a appris dans les cours d'histoire à l'école, toutes les erreurs à ne pas recommettre, on est en train de les recommettre. Sur la pratique démocratique, sur les guerres, sur les massacres, sur la haine dans notre pays. Et là, actuellement, on a un président qui choisit de manipuler la Constitution pour essayer de garder le pouvoir. Parce que dans la Constitution, il n'y a pas marqué Macron choisit le Premier ministre. Il nomme le Premier ministre. Et en fait, si Macron le fait, c'est parce qu'il dit « Ok, très bien, la gauche, elle n'a pas le droit de gouverner. La droite, qui l'incarne, a le droit de Mais gouverner. » il a le droit de pas vouloir L'extrême Lucie droite, Castet. non, pas du tout, parce que c'est pas lui qui décide. Moi, je suis républicain. Moi, j'aime la République. Et pour moi, le seul souverain dans ce pays, c'est le peuple. Et en fait, le président de la République, il est au-dessus de personne. Macron, il est au-dessus de personne. Et qu'est-ce que vous pensez de la réaction du PS qui, pour le coup, a une réaction différente de celle d'LFI qui dit face à la situation de blocage actuelle, nous demandons donc au futur Premier ministre de s'engager sur les exigences et les urgences des Français et des Françaises, résumées dans les 10 points ci-dessous. Ouais. Ils disent pas on va vous destituer, ils disent ok, vous voulez pas nommer Lucie Castet qu'on aurait souhaité, et ben on va faire avec, mais tout ce qu'on vous demande, c'est au moins d'œuvrer dans ce sens-là sur les points qu'on vous met ci-dessous. Est-ce que c'est pas une réflexion plus sagement radicale en tout cas? Non, parce que les deux se complètent. Dans ce que dit le Parti Socialiste, ils disent écoutez, si vous voulez pas, si Lucie Castet, vous l'aimez pas, je sais pas ce qu'elle vous a fait, mettez-nous au moins un Premier ministre qui va mettre le repas à 1 € pour les étudiants, mettre les moyens dans l'hôpital. Regardez les 10 points, ils sont intéressants et on y souscrit. La destitution, c'est le moyen de dire à Emmanuel Macron, maintenant c'est terminé de se croire au-dessus des autres. C'est terminé de se prendre pour le roi de France et de penser qu'on peut écraser le peuple. Et pour le coup, la destitution, elle peut fonctionner. La première étape, c'est la majorité à l'Assemblée nationale. On l'a, à la majorité dans le bureau de l'Assemblée nationale. La deuxième, c'est la majorité en commission des lois. Donc si jamais la droite décide de destituer Macron et de nous suivre, et on verra si jamais c'est vraiment l'opposition ou pas, on a la majorité là-bas. Dans l'Assemblée nationale, on peut avoir une majorité, mais surtout le plus important, c'est ce qui va se passer dans le peuple, les gens. Le samedi 7 septembre, il y a une manifestation pour dire à Emmanuel Macron, maintenant il faut respecter la démocratie et il faut nommer quelqu'un du nouveau Front populaire. S'il n'y a personne dans la rue, je vous le dis, la procédure de destitution, elle ne fonctionnera pas. Par contre, si jamais il y a le peuple dans la rue pour dire, moi je suis attaché à la démocratie, à mon pays parce que je l'aime, et je suis attaché au respect des élections, alors là, on a toutes nos chances de gagner. Et parlons du nouveau Premier ministre, Pablo Morín, Xavier Bertrand, Ségolène Royal, Bernard Cazeneuve, qui vous verriez? Non, mais en fait, tous ces noms n'ont aucun sens. Enfin, honnêtement. Si t'as pas le choix. Non, mais si t'as pas le choix. Il y a le choix, en fait. Pour l'instant, il y a le choix et c'est Lucie Castet. En fait, honnêtement, Emmanuel Macron, si jamais il commence à penser à d'autres gens, et ça fait 50 jours qu'il essaye de trouver un autre nom, c'est que. Et c'est important, en fait, ce que disait Louis, et je rattache à la question du Premier ministre. Ce que dit Louis, en fait, c'est que, il y a les institutions, il y a les règles de la Constitution. Tu dis, est-ce qu'il a le droit? Ouais, il a le droit. Constitutionnellement, légalement, on peut trouver des lois qui font que tout ce qu'il fait, c'est carré. Le problème, c'est qu'il y a un truc qui est encore plus important que le droit, c'est l'esprit, en fait, de la façon dont notre Constitution a été écrite, dont notre démocratie et notre République, elle s'est construite. Et c'est plus important, en fait, de respecter la démocratie que de respecter vraiment à la lettre ce qui est écrit dans la Constitution. Et là, Macron, il est en train de s'asseoir là-dessus. Il est en train de dire, écoutez, moi, je respecte la Constitution, à l'article, je sais pas quoi, vraiment, c'est super, etc. Mais par contre, la démocratie, j'en ai rien à faire.
Genre, ce qui s'est passé dans le peuple, comme le dit Louis, j'en ai rien à faire. Et je m'assois dessus. Et ça, c'est juste pas possible. Alors après, tu peux me trouver des noms. Je peux te dire, ouais, peut-être que Trucmuche, il est un peu mieux que machin, parce que, genre, moi, je suis de gauche, donc je préfère une personne qui est un peu plus à gauche qu'une personne qui est un peu plus à droite. Mais en vrai, c'est pas ça le souci. C'est pas ça le sujet principal. C'est aussi le sujet principal qui Oui, va si être ce tu Premier veux. ministre. Et nous, au moment où on tourne, on l'a pas le nom. Il peut mais tomber si d'une tu veux. minute à l'autre. Et tu peux me dire aussi Tony Estanguet ou Omar Sy. Tu vois, Non, tu mais en peux y aller, l'occurrence, enfin. celui qui ressort beaucoup, c'est Xavier Bertrand. Non, mais qui ressort beaucoup d'où? Qui ressort beaucoup de genre de l'Élysée De et Macron. des camps de la droite. Exactement. Mathilde Panot, elle a Mais refusé. t'as demandé aux Français. Oui, mais non. attends, c'est comme si t'as de demandé aux scandaliser. Français. T'as demandé, on a demandé aux Français qui ils voulaient pour former un gouvernement, qui ils voulaient à l'Assemblée nationale. Et ils ont voté, pour la plus grande partie d'entre eux, pour la gauche. Alors pourquoi est-ce qu'on va chercher un autre nom? Donc ça veut dire que pour vous, quel que soit le nom, Xavier Bertrand, Ségolène Royal, Bernard Cazeneuve ou d'autres, Ou ça toi. ça ne vous... Non, je pense pas. Mais pourquoi pas? Mais parce que Bah ça, si. ça ne vous ira pas. On Non, est mais d'accord. Il faut juste être sérieux. On a gagné les élections législatives. On a fait voter des millions de personnes sur un programme politique. Si une personne arrive de n'importe quel horizon, je ne dis pas politique, mais de n'importe quel horizon, il arrive de n'importe quelle ville, et il dit, moi je reprends le programme du nouveau Front populaire, on ne pourra pas dire non, on est contre lui. Mais quand même, vous avez les 4 composantes qui ont gagné cette élection, qui ont, pendant un mois, se sont fait salir sur tous les médias en disant que, soi-disant, ils ne pouvaient pas se mettre d'accord pour trouver une première ministre. On l'a fait, on a nommé Lucie Castet pour représenter le nouveau Front populaire. Et maintenant, on nous dit, non, elle ne peut pas parce qu'elle va revenir sur telle et telle chose. Mais nous, on a gagné les élections, on se bat pour un programme. Les gens, ils ont voté pour nous parce que, justement, ils veulent que ce programme-là soit appliqué. Donc, on a besoin aujourd'hui de parler d'une seule voix. Et c'est ce qu'on fait. Donc on ne va pas chercher à parler pendant 2 heures sur cette question-là. On refusera tout le monde, sauf Lucie Castet. S'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, il aura motion de censure et on partira sur une dissolution qui sera très intéressante parce qu'on va voir qui est réellement l'assurance vie d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire si le Rassemblement national va voter la destitution ou pas. Parce que s'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils passent des milliers d'heures dans des chaînes de télévision à dire oui, il faut le destituer, il faut le virer, etc. Il fait pas bien son travail, etc. Mais au final, derrière, s'ils votent les mêmes lois que lui et qu'ils ne veulent pas le destituer, ça veut dire qu'ils sont complices de sa politique. Et pareil pour les socialistes qui osent ouvrir leur bouche parce qu'il y en a qui sont Macron compatibles et qui peut-être disent oui, mais nous on veut faire ci, on veut faire là. Il faut les mettre au pied du mur et je trouve que c'est une bonne manière de le faire. Comme ça, au moins, on verra bien qui sont les marchepieds de Macron ou pas. Macron compatible. Je ne connaissais pas cette expression, je l'aurais apprise. Allez, on va changer de sujet. On va parler maintenant d'Anne Hidalgo, des anneaux olympiques, de la vitesse diminuée sur le périphérique parisien. Anne Hidalgo a annoncé les anneaux olympiques vont rester sur la Tour Eiffel. Elle affirme également que la décision lui revenait et qu'elle avait l'accord du CIO. Rachida Dati en a profité pour taclouiller encore un petit peu Anne Hidalgo une fois de plus en disant avant toute prise de décision et toute annonce en la matière, il est important que toutes les procédures et consultations visant à la protection du patrimoine soient respectées. Il y a même un internaute qui a fait un tweet très drôle pour le coup qui dit « Garder les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel après les JO, c'est comme garder les décos de Noël après que tu aies passé un super réveillon. » Alors garder les anneaux olympiques après les JO comme le souhaite la maire de Paris Anne Hidalgo, c'est un up ou un down pour vous? Maureen Vidal. Moi, je dirais plus un up pour le coup. En fait, je trouve que c'est intéressant justement aussi de laisser les anneaux olympiques parce que ça a été un grand moment quand même pour Paris, pour la France en général. Et aujourd'hui, la France peut être fière aussi du déroulé des Jeux qui se sont très très bien passés justement et avec toutes les médailles d'or remportées par nos athlètes, etc. C'est une belle représentation, je trouve, de la France dans la capitale sur la Tour Eiffel. Pablo Pio-Vivien, je te vois en désaccord avec Maureen. Ouais, je suis assez en désaccord. Pour moi, c'est vraiment un down. Déjà, je comprends pas pourquoi elle prend cette décision toute seule ou qu'elle a envie de prendre cette décision toute seule. Je pense pas que ça revienne à la maire de la ville de décider ce genre de choses. Après, j'ai vu un truc qui était vraiment trop drôle, c'est que en plus du fait que, pour moi, je suis d'accord avec l'internaute là, que vous avez cité, je vois pas pourquoi ça durerait tout le temps. Les Jeux Olympiques, c'est une période définie. Genre, franchement, c'était trop bien. On va le dire, faut dire les choses comme elles sont. Même s'il y a eu plein de problèmes pour les travaux. Il y a eu plein de problèmes pour ces Jeux Olympiques, le coût carbone, tout ce que vous voulez. Mais enfin, ça a été quand même une grande fête. Mais après, là, les anneaux, en fait, ils sont trop lourds pour la Tour Eiffel. Et donc, du coup, ils sont obligés, si vraiment elle va jusqu'au bout de son idée, Anne Hidalgo, ils sont obligés d'en construire d'autres plus légers s'ils veulent les laisser, toute la vie sur la Tour Eiffel. Et je trouve ça vraiment, c'est vraiment un pied de nez par rapport à cette proposition qui me paraît vraiment, totalement à côté de la plaque. Avec en plus un truc, c'est que la Tour Eiffel, elle se suffit à elle-même.
Franchement, elle est belle, notre Tour Eiffel. Genre, il n'y a pas besoin de la décorer, de mettre des trucs dessus. Bon, déjà, ils la font briller 5 minutes toutes les nuits, toutes les par heures. heure. Exactement. Je pense que ça suffit. D'ailleurs, elle brille très bien. Genre, je tiens à saluer les gens qui ont fait les lumières de la Tour Eiffel qui brillent parce que franchement, c'est top. Mais pas besoin de mettre ces trucs-là avec les couleurs. Franchement, honnêtement, je vais vous dire un truc, c'est dégueulasse. On va demander à un Marseillais, tiens, la Tour Eiffel, est-ce qu'elle doit conserver ses anneaux olympiques? C'est un up ou un down cette décision d'Anne Hidalgo? Down, complètement. Ça aurait pu être un up si peut-être elle aurait dit on le garde jusqu'à la fin de l'année ou un temps bien défini, il n'y a pas de problème. Mais c'est complètement un down, puisque, en fait, si vous voulez, elle essaye de dénaturer les 135 ans d'histoire qu'a cette Tour Eiffel. Tout ça parce que, comme l'a dit le jeune homme là sur ce tweet, elle a passé un bon moment pendant les Jeux Olympiques. Bon, c'est pas un sujet qui n'est pas un sujet, en fait. Moi, je propose qu'on mette les cuissons de l'Olympique de Marseille sur la Tour Eiffel. Ça pourrait être Oui, Après, bien sûr. Pernod Ricard qui sponsorise le Paris Saint-Germain. Pourquoi pas mettre le logo de l'OM sur la Tour Eiffel? Tiens, Louis Boyard, ton avis m'intéresse. Cette fois-ci sur la vitesse au niveau du périphérique. Anne Hidalgo veut diminuer la vitesse du périphérique à 50 km/h. Pour toi, c'est un up ou un down? Moi, je viens de Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, sud du Val-de-Marne. Et pour moi, je vais vous le dire, c'est un down, pour une raison très simple. C'est qu'il y a beaucoup de gens, ils prennent la voiture. Pourquoi? Parce que le RER, il est bondé, et ensuite, vous voulez prendre le métro, il est bondé. Et moi, Anne Hidalgo, c'est un immense reproche que je lui fais, c'est « Ok, très bien, ça fait des trucs sur Paris, mais en fait, tout pour Paris, mais Paris, c'est aussi la banlieue qu'il y a autour. » Et en fait, pour nous, les banlieusards, l'accès à Paris, il est ultra compliqué, parce que les réseaux de transport ne fonctionnent pas, parce qu'elle fait n'importe quoi sur les réseaux de route. Donc moi, les arguments écologiques qui sont utilisés, le fait qu'il va falloir planifier et profondément transformer la manière dont on organise la voiture dans la ville, je suis totalement d'accord. Tu es en accord avec Valérie Pécresse, qui dit qu'elle veut isoler la banlieue? Non, pas du tout, parce que Valérie Pécresse... Admets-le. Non, pour une raison, il y a une immense différence entre Valérie Pécresse et moi, c'est que moi je connais la banlieue et pas elle. Elle n'y vit pas, elle vient de Versailles. Si, la banlieue de Versailles à la limite. Mais en fait, on ne peut pas dire on va faire une politique écologique et derrière, pour les gens des classes populaires, on les laisse payer le coût de ça. En fait, si jamais vous voulez réorganiser Paris, pensez aussi aux conséquences pour la banlieue derrière. Parce que c'est nous qui mangeons les coups de votre mauvaise politique. Parce que ce qui est mis en avant, c'est le bénéfice du climat, ça permettra un report vers des transports en commun, ça réduirait les nuisances sonores, ça limite l'accidentalité. Non, mais sur les nuisances sonores, dans ma ville, j'ai tout le temps, moi, le bruit des RER à côté de chez moi. On n'en dort pas. Hein. Et puis ensuite, pour ce qui est des transports en commun, emmener plus de gens dans les transports en commun, qu'elle vienne Anne Hidalgo prendre le RERD avec moi, et Valérie Pécresse aussi, c'est elle qui en est responsable, que je les emmène les deux, et qu'elles se rendent compte qu'à constamment vivre dans leur tour d'ivoire, et à mener des politiques en oubliant la banlieue, derrière, c'est nous qui payons les pots cassés. Un autre avis sur cette question-là, peut-être, Moi, Sébastien je vais Delogier? être très rapide. Je suis entièrement d'accord avec lui sur tout ce qui est transport en commun. C'est-à-dire que moi, c'est un up, le fait de mettre à 50 km/h, parce que je sais que ça limite les accidents, que ça limite la pollution, que ça limite le fait qu'il y ait des bouchons. Donc tout ça, c'est côté up. Mais côté down, c'est que derrière, il n'y a aucune institution qui est en capacité justement d'investir dans les transports en commun, qui pourront justement, les personnes qui prennent les voitures, ils vont se rapatrier vers les transports en commun. Désengorger le périph'. Donc du coup, si les transports en commun, je ne sais pas si vous avez vu l'état, mais vous prenez des RER, c'est une catastrophe. Donc il y a un côté up pour le climat, pour les accidents, etc. Et un côté down, c'est que derrière, en fait, les transports en commun, c'est n'importe quoi à Paris, c'est encore pire qu'à Marseille. Donc du coup, franchement, c'est down. On se calme. On va finir. Il y en a beaucoup, mais franchement, j'aimerais juste dire un dernier truc. Tu as raison pour ce que tu dis on sur manque le de climat, moyens, quoi. mais je trouve qu'il y a un problème. C'est que le climat, c'est vraiment l'enjeu du siècle, même l'enjeu du millénaire. Tout le monde a envie de faire des choses sur le dérèglement climatique. Mais quand vous avez des gens qui vivent pas la vie du peuple, qui font des politiques climatiques sans donner des compensations aux gens pour qu'ils puissent vivre ordinairement, ça nous rend pas service, nous, dans la lutte contre le dérèglement climatique. Il faut profondément transformer la société pour restituer à la nature ce qu'on lui prend, mais dans ce cas, c'est pas aux classes populaires de le payer. Et on oublie une info, Sam, aussi, puisque potentiellement, la voie de gauche dédiée actuellement pour les Jeux Olympiques va être consacrée au covoiturage. Complètement, elle va le rester. Donc, voilà. Et donc ça, en fait, cette info, en plus des 50 km/h en fait, sur le périph', ça va créer des embouteillages. Mais les taxis sont contents. Les taxis sont contents, ça peut, même le covoiturage, ça peut engager certaines personnes à pratiquer... Ils veulent contrôler comment le covoiturage? Comment? Il y a des caméras thermiques. Ah oui. Ouais, il y a des caméras. Ils le font déjà dans certains pays, tu sais, sur les péages, etc. Ouais. Il suffit de mettre des portiques. Et tu peux pas mettre de mannequins. Il y a quelqu'un qui a essayé de le faire pendant les JO.
Ça n'a pas marché. Mais ça risque de ralentir par contre la circulation, puisqu'il y a moins de voies. Il y a toujours les conducteurs seuls qui viennent de banlieue parisienne, comme beaucoup, qui vont au travail. Il y a moins de voies, il y a plus de pollution, et sera lié en fait. En vrai, la question genre démocratique, en fait, à quelle échelle on pense les politiques des villes est très importante. Tu vois, genre, moi je suis parisien, je suis né à Paris, et je vois bien qu'à chaque fois ce qu'on nous propose, c'est à l'intérieur du périphérique, ce qui est un énorme problème. Et donc les politiques sont faites pour l'intérieur du périphérique, souvent contre l'extérieur du périphérique. La seule chose, à un moment, il y a des gens qui ont eu des bonnes idées, ils ont fait ouais, on va faire le Grand Paris, le je sais pas quoi, c'est-à-dire on va réunir les maires de toutes les villes, on va faire un truc. La seule chose sur lequel ils ont accouché, c'est genre ils ont fait un truc, un train qui va faire la Défense Roissy, et puis un truc qui fait un Grand Paris Express qui fait le tour de. Ils sont pas allés plus loin. Ils sont pas allés plus loin que ça. Et c'est un gros problème. Moi, je pense qu'il faut trouver un moyen pour mettre tous ces gens, c'est-à-dire genre Paris et l'extérieur de Paris, Villeneuve-Saint-Georges entre autres, mais genre toutes les villes, genre que tout le monde réfléchisse ensemble. Et que quand Anne Hidalgo, par exemple, ou que la mairie de Paris, puisse pas prendre la décision toute seule de réduire la vitesse sur le périphérique. Qu'elle soit obligée de le faire en accord avec genre toutes les autres villes, que tout le monde ait son mot à dire. En plus, Paris, c'est une ville centre, c'est-à-dire où tout le monde va. Vous avez vu genre la gueule du RER, tout est en étoile. Tout le monde passe par les halles, ce qui est un gros problème. Parce que genre, à la fin, ça fait de Paris... Paris, en gros, est la ville la plus importante de l'Île-de-France. Et il n'y a pas de raison. Il y a plein d'autres capitales européennes dans le monde où il y a plein de centres et ça marche très bien. Et nous, on n'y arrive pas. Enfin, Marseille, par exemple. Et il y a aussi plein d'émissions à la télévision et c'est pour ça qu'on va parler de la rentrée de Cyril Hanouna avec TPMP sur C8 parce que ça fait partie de l'actualité. Alors l'Arcom a annoncé cet été la fermeture de la chaîne. Il avait été dit janvier ou mars 2025. Cyril, récemment, il y a quelques jours, a fait sa rentrée en parodiant notamment Céline Dion au JO avec une reprise de l'hymne à l'amour grimé. Il était écrit, je crois, voilà, on le voit, en Céline Dion. Les paroles, t'es cité dedans. Louis Boyard, les paroles sont « Je pourrais lire le monde, comme Boyard être teint en blond, si tu me le demandais. Je donnerais toute ma thune, je me tournerais vers les urnes, si tu me le demandais. Je voterais LFI, je rejoins Bouba à Miami, si tu me le demandais. Nous aurons d'autres choix que la TNT juste après le mois de février. Sans l'Arcom, plus de problème, mon public. Crois-tu qu'on s'aime ?» La rentrée de Cyril Hanouna avec TPMP sur C8, c'est un up ou c'est un down ? Pablo. Ah non mais commence par la parole à l'accusé. Je me suis dit, je vais volontairement pas commencer par Louis Boyard. Louis, vas-y. Allez. Déjà, tu chantes mieux que lui. Bon, de toute façon, sa chaîne va être fermée, mais moi, on me pose souvent des questions sur Cyril Hanouna, même les gens qui viennent me voir dans la rue, et je vais faire la même réponse que je fais à chaque fois. Moi, de toute façon, je m'en fous de Cyril Hanouna, mais au dernier degré, c'est un larbin, ce mec. C'est un larbin de Bolloré, c'est une personne qui a une commande. Sa commande, c'est de faire monter l'extrême droite dans ce pays. Il s'y exécute parfaitement, et c'est pour ça que sa chaîne a été fermée. C'est une position là que tu fais, ou alors tu fais pas sur la base de ce que tu vois? Ah non, mais pas sur la base de travaux très concrets. Regardez, par exemple, la quantité d'invités d'extrême droite chez Cyril Hanouna, il a été mangé avec Jordan Bardella dans sa ville. Il a dit cette semaine sur son plateau que c'était parce que la gauche, notamment les filles, ne voulait plus venir. Mais c'est vrai ça? Non, il a dit qu'il refusait de nous inviter après le problème. Nous, on a dit on n'ira plus. Mais c'est normal, on le dégueule, entre guillemets. Et puis ce monsieur, il a quand même une responsabilité d'être journaliste et d'ouvrir le débat à tout le monde. Ouais. Donc, c'est intéressant de voir des personnes venir parler d'extrême droite et de droite, de gauche, parce que si vous n'y allez pas, vous ne pouvez pas défendre votre paroisse. Non, mais ça, c'est intéressant. Mais lui, il ne le fait plus. C'est-à-dire que là, maintenant, pardon Louis, il est en train de dire LFI, Boyard, blablabla. En fait, c'est sa cam, en fait. Le mec, s'il ne parle pas de ça, il n'y a plus des gars qui le regardent. Et c'est désolant d'un côté, parce que moi, j'osais espérer, parce que les 3 premières années, c'est vrai, quand Louis, d'ailleurs, y était, c'était rigolo, on voyait des choses qui étaient intéressantes, il était des familles dans le besoin, etc. Là, aujourd'hui, en fait, le mec, c'est devenu un mec d'extrême droite qui dégueule sa haine des autres et qui, surtout, propage beaucoup de fake news sur des choses qui, normalement, devraient essayer d'unir les peuples et de les unifier pour qu'on puisse avancer. Mais il ne le fait pas. Et de toute façon, il n'est pas aimé de partout. Et il est ridicule, là. Hein. Louis, après, je pose une question à Pablo et Maureen. Je veux aussi ajouter quelque chose. Là où il fait le plus de mal, c'est sur le choix des sujets qu'il a. Pas seulement ses invités, mais aussi le choix des sujets. En fait, on ne peut pas se dire émission du peuple et pas faire une seule émission pour parler des super profits, des salaires, de l'état de l'hôpital. En fait, Hanouna, c'est quelqu'un
qui critique tout, sauf les ultra-riches. Notamment parce que son patron, Bolloré, est un ultra-riche. Et là où je lui en veux énormément, c'est qu'il a donné la parole à des gens qui donnent une image des banlieues, de l'immigration ou de l'islam qui est totalement déconnecté de la réalité, mais qui concrètement dans la vie des gens, ça pèse en fait. Dans la banlieue, ça pèse l'image qu'ils ont. Il y a des gens qui croient qu'on ne peut pas mettre un pied dans un quartier. Vous rentrez tous les jours dans un quartier. Il y a des musulmans, mais c'est horrible aujourd'hui la vie d'un musulman en France. Vous avez vu comment on parle d'eux à la télé? L'immigration, j'en parle même pas. Et en fait, il ne peut pas revendiquer une émission du peuple en étant au service d'un milliardaire d'extrême droite qui lui dit de parler de tous les sujets qui intéressent les racistes, sauf de la question de la concentration des richesses. Et c'est pour ça que je dis que Cyril Hanouna, c'est un larbin. Alors parlons de façon factuelle. Cyril a déclaré sur son plateau lors de sa rentrée: j'ai décidé de saisir la justice. Je me considère harcelé par l'organisme de l'Arcom. En voulant me viser, ils ont sacrifié toute une chaîne, tout un écosystème. C'est extrêmement grave. À tous ceux qui se réjouissent, c'est moi aujourd'hui, c'est eux demain. Je me battrai jusqu'au bout. Cyril qui saisit la justice pour tenter de faire annuler la décision de l'Arcom. Est-ce que ça pourrait porter ses fruits? Est-ce que tu le comprends, Pablo? Non, et c'est d'ailleurs intéressant. Je ne vais pas revenir sur le fond parce que je suis complètement d'accord avec ce qu'ont dit Sébastien et Louis. En revanche, c'est vrai que son attaque frontale dans sa chanson, mais globalement dans toutes ses émissions, à une autorité de l'État indépendante qui est l'Arcom, est d'une violence qui, à mon avis, est problématique du point de vue de la République. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attaquer, en fait, de cette façon-là. Il revendique la liberté d'expression. Non mais ok, non, la liberté d'expression, elle n'est pas totale, elle n'est pas sans limite, exactement. Genre il y a des règles, genre par exemple tu peux pas être raciste, t'as pas le droit d'être raciste à la télévision, t'as pas le droit de dire des dingueries, t'as pas le droit de balancer des puni par la loi. Exactement. Et remettre en question l'indépendance de l'Arcom, remettre en question le travail de cette autorité qui régule nos médias, notamment la télévision et la radio. À mon avis, c'est presque aussi grave que tout ce dont on parle et tout ce dont ils ont parlé. C'est-à-dire que c'est l'autorité en fait qui est censée qui lui permet d'avoir une audience à la télévision. Hein. Je rappelle, l'Arcom, c'est ceux qui lui disent, ok, genre telle chaîne, par exemple Canal, vous avez le droit d'avoir Canal+, CNews, C8, etc. C'est l'Arcom qui le décide. Et lui, il dit, genre, vous, là, l'Arcom, là, genre, vous êtes tous des guignols, vous faites n'importe quoi, vous me harcelez, etc. Honnêtement, c'est pas possible. Et de la même manière, on peut pas attaquer... oui, mais je vais faire l'avocat du diable, c'est pas un délit. C'est pas un délit, mais par contre, il faut faire attention à la façon dont on le fait. C'est comme remettre en question des décisions de justice. Tu vois, tu te dis genre, ouais, les juges, ils font n'importe quoi. Bah, faut faire gaffe, hein. Il y a des articles du code pénal qui te disent, t'as pas le droit de remettre en question une décision de justice. Parce que ça attaque les fondements, en fait, de notre République. Il y a une ancienne du CSA, donc nouvellement l'Arcom, Christine Kelly, qui a déclaré, si on empêche aux téléspectateurs de choisir entre Yann Barthès, donc quotidien sur TMC, et Cyril Hanouna, TPMP sur C8, c'est problématique. Oui, mais c'est pas à elle de décider, c'est à l'Arcom, et jusqu'à présent... Comme tu l'as dit, elle est ancienne du CSA, elle n'y est plus. En fait, elle fait plus partie des gens qui décident si oui ou non CNews, C8 ou éventuellement Canal+ peuvent diffuser à l'antenne. Est-ce que c'est problématique pour toi, Maureen Vidal, de ne pas laisser le choix entre Yann Barthès et un Cyril Hanouna? Et puis pourquoi la comparaison? De ce que j'ai vu, juste pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, Cyril Hanouna, lui, se défendait en parlant des amendes qu'il payait, en fait, à chaque fois qu'il y avait des remontrances donc, de l'Arcom. Enfin, la chaîne. Voilà. Oui, bien sûr, la chaîne évidemment, mais toutes les amendes étaient réglées, etc. Et en fait, du coup, c'est ça qu'il dénonçait derrière avec le harcèlement, comme il l'appelle, etc. Moi, personnellement, j'ai pas un avis très tranché sur cette question, si je puis être transparente. Aujourd'hui, si l'Arcom a pris une décision, c'est une décision qui a été prise, qui n'est pas forcément à remettre en question ou pas. Voilà, c'est mon point de vue sur la question. J'aimerais ajouter un truc. Premièrement, parce qu'il a payé une grosse amende suite du coup à l'altercation qu'on a eue, parce que j'ai voulu critiquer Bolloré, il m'en a empêché. C'est pas moi qui ai reçu les sous, c'est l'État. Donc vous voyez, quand vous votez pour des députés de gauche, ils sont capables de rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Ensuite, deuxièmement, quand il dit oui, mais j'ai payé les amendes des compagnies. Oui, mais en fait, à force de constamment enfreindre les règles sur une émission où il y a des millions de personnes qui regardent, ça a des conséquences concrètes dans la société. En fait, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc pour toi, c'est pas pour lui couper sa liberté d'expression? Non, c'est pas pour lui couper. Parce que c'est ce qu'ils disent tous les chroniqueurs. On veut nous couper notre liberté d'expression la liberté... parce qu'on dérange. Mais vous dérangez qui?
vous dérangez pas le pouvoir, c'est pas vrai. Il n'est pas dans une situation où c'est la victime d'un pouvoir qui chercherait, il est du côté du pouvoir. Non, si jamais on lui dit on renouvelle pas votre chaîne, c'est parce qu'il y a une immense série d'amendes et qu'on dit sur une chaîne télé où il y a des millions de personnes qui regardent, faut que tu respectes la loi. Et il faut que ces gens, ils apprennent. C'est pas parce que vous êtes connu et que vous êtes riche que vous êtes au-dessus de la loi. Vous avez manqué de respect à la loi à de nombreuses reprises, on vous a donné plein d'amendes et vous n'avez pas voulu respecter, et ben écoutez, on vous sanctionne, et tant mieux. Bah, tu sais ce qu'il dit Jordan Bardella? Il dit quoi? Concernant son discours, il dit la gauche qui ne supporte aucune remise en cause de son hégémonie culturelle, aucune expression différente de la sienne, a eu le scalp de C8 en faisant pression sur une autorité indépendante. Les censeurs se réjouissent d'avoir fait taire une voix pluraliste. Bienvenue dans notre démocratie. Pour lui, c'est antidémocratique. Voilà. Et là, on arrive en 1984. C'est-à-dire que Jordan Bardella, quelqu'un qui pendant les élections européennes a eu 11 unes avec sa tête en mode regardez comment il est beau, il est intelligent, patati patata. Genre, vous avez l'impression que LFI, nous, on est traités correctement par les médias. Franchement, nous, si jamais on vient ici, c'est parce que c'est presque l'un des derniers endroits où on a le sentiment de parler sans derrière avoir à se faire insulter ou avoir un piège qui nous est tendu. Et regardez, à l'époque, Marine Le Pen, c'était quelqu'un qui n'était pas fréquentable. Pourquoi soudainement c'est devenu quelqu'un de fréquentable? Mais parce que vous avez tout un système médiatique possédé par des milliardaires qui ont fait le choix politique que de polir l'extrême droite, parce qu'elle est du côté de leurs intérêts. Donc Jordan Bardella, il défend ses intérêts, et d'ailleurs Jordan Bardella a l'air d'être un très bon ami des médias Bolloré, ça m'étonne pas, ils sont dans le même camp. Mais tout ça, c'est politique. Il y a des questions d'argent, il y a des questions de politique, il y a des questions de monopole de l'information, c'est ça la question. Et puis aussi, plus fondamentalement, tu vois, genre aux États-Unis par exemple, parce qu'ils n'arrêtent pas de dire ouais, liberté d'expression, liberté d'expression. Aux États-Unis, ils mettent la question de la liberté au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as le droit d'être à la télévision, genre ça pose pas de problème à personne, puisque la chose la plus importante, c'est la liberté. C'est pas le cas en France. En France, on a une autre culture où la question de la liberté, elle est subordonnée au respect de règles pour qu'on puisse tous vivre ensemble, notamment la question du racisme, notamment la question des insultes, notamment plein de questions. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Parce que les gens, ils pensent que genre, la liberté d'expression, c'est un truc absolu et il faudrait pouvoir faire tout ce qu'on veut. Bah non, c'est pas comme ça en France. Après, on peut remettre ça en question. Mais pour moi, là, on s'attaque à vraiment un truc qui est genre hyper important dans ce qu'est la France. Sébastien, tu étais un protagoniste d'un de ces sujets justement sur la rentrée de Cyril Hanouna dans TPMP sur C8. Et il y a eu un tweet te concernant qui disait « T'as Deloju qui est à contresens sur 3 mètres et il se mange un torrent de haine. T'as Hanouna qui s'annexe la piste cyclable pour aller faire son émission. Personne ne dit rien. » T'as la sensation qu'il y a un 2 poids 2 mesures, t'as la sensation que c'est plus facile de taper, je sais pas, sur un Sébastien Deloju, LFI aujourd'hui? Déjà, c'est Delogu. Delogu, pardon. Non, mais c'est pas Pardon. Non, mais oui, effectivement, c'est 100 fois plus simple de taper sur quelqu'un qui prône la paix, le droit international, et qui aujourd'hui est un peu dans la controverse. Je le sais très bien, le fait d'avoir dépassé une file où tout le monde était en warning et qui a utilisé une voie de bus. Mon Dieu, ce que c'est scandaleux. Quand vous avez le chauffeur d'Éric Ciotti qui est arrêté à 175 km/h, pas un papier, et moi, vous avez 297 articles de presse et du cyberharcèlement toute une journée avec des pics de tweets allant à 40 000, 50 000 tweets en début de soirée, alors que l'information venait à peine de sortir. Bien sûr, Hanouna, il n'a pas appuyé sur le bouton, c'est-à-dire il n'a pas dit oui, c'est pas bien ce qu'il a fait. Il a dit oh, non, ça va, c'est pas non plus la fin du monde, c'est pas la mer à boire. Ben oui, évidemment, lui, il emprunte aussi des pistes cyclables avec sa moto quand il fait son show, quand il arrive dans son émission. Et donc, du coup... Est-ce que tu n'as pas un devoir d'exemplarité en tant que député? Bien sûr. Est-ce que c'est pas ce qu'attend non, mais moi je l'ai. Ce qu'attend le citoyen? Je l'ai déjà, l'exemplarité, et c'est vrai, après on peut tous faire une erreur. C'est rien d'emprunter une voie de bus. Après, de dire que j'ai soi-disant emprunté une voie de bus en sens inverse, c'est faux. Le canard enchaîné à qui? Ça, je sais pas, mais en tout cas, il dévoile une information qui est totalement fausse. Ensuite, on dit que j'ai pas que j'ai été arrêté, que je suis allé en garde à vue. Or, tout ça n'a pas été le cas. Je me suis arrêté au feu rouge de la voie de bus. Les policiers se sont mis devant moi. Ils m'ont dit alors, tu prends la voie de bus. J'ai dit ouais, désolé, j'ai doublé tout le monde, mais bon, allez le dire au maire aussi. Désolé, la prochaine fois, je le ferai pas. Mais comment la mayonnaise, elle a pris jusqu'à garde à vue, etc. Mais c'est parce que justement, les journalistes d'extrême droite, où vous avez à la tête des personnes d'extrême droite comme Bolloré, diffusent des informations pour justement discréditer des personnes qui, censément, sont contre leurs idées, etc. Là, en l'occurrence, t'es pas sûr que ce soit une information diffusée par Bolloré? Non, puisque c'est le canard enchaîné qui l'a diffusé en premier lieu, mais après, c'est parti dans tous les sens. Mais Cyril Hanouna, lui, qu'est-ce qu'on va lui dire à lui? Il fait rire des gens qui sont...
pour la plupart même pas intelligents. Donc c'est compliqué. Les gens qui regardent Cyril Hanouna, je pense pas qu'ils ont la responsabilité de dire qu'il fait changer le pays ou il fait évoluer la société dans le bon sens. Donc je pense qu'il faudrait quand même que ces gens-là réfléchissent. C'est pas une manière de les mépriser, c'est une manière de dire ils sont pas responsables aussi. Le fait de rien que de le regarder, normalement on devrait le boycotter ce mec, c'est terminé. Alors qu'après les gens ils disent on doit choisir entre lui et Barthez, moi je regarde aucun des deux et je me porte bien quoi, je vis dans le concret. De toute façon, Yann Barthès a annoncé qu'il ne voulait plus recevoir de politiques qui ont toujours le même discours sur ses plateaux. Ouais, il aurait pu m'inviter, peut-être ça aurait changé, mais bon. Eh ben voilà, s'il nous regarde, il aura l'information. On va changer de sujet, on va parler de la CAF, on va parler de Tinder, on va parler des sites de rencontres. Alors la natalité en France, elle est en baisse depuis de nombreuses années. C'est le sociologue Julien Damon qui a fait une analyse approfondie apparemment du déclin de la fécondité en France, tout en faisant des propositions. Et pour relancer la natalité en France, il suggère que la CAF rembourse l'abonnement Tinder et ceux des autres sites internet. Qui souhaite prendre la parole là-dessus? Maureen, est-ce que c'est un up ou un down pour toi, la CAF qui rembourserait l'abonnement des sites de rencontres pour relancer la natalité en France? Alors moi je vais dire que c'est un down pour l'instant, dans le sens où c'est une nouvelle qui m'a fait sourire. Je dois l'avouer. Étant jeune, je connais un petit peu comment fonctionnent justement les sites de rencontres en général. J'ai pas l'impression qu'un site de rencontre ait pour but de se marier, d'avoir des enfants. Toujours, je dis bien toujours, les utilisateurs en tout cas de ces sites de rencontres-là, il y a beaucoup de personnes qui recherchent d'autres styles de relations, un peu plus légères, etc. Donc c'est pas forcément pour fonder des familles. Donc en fait ça veut dire que la CAF rembourserait les actes et les rapports intimes de milliers de personnes qui s'inscrivent sur des sites de rencontres. Donc totalement improbable pour toi. C'est marrant. Sébastien Delogu, up ou down? Non mais down complètement. Tout ça parce que c'est dans la continuité de donner de Delogu, pardon. C'est pas grave. Attends, tu sais que regarde, Delogu, c'est bon, maintenant j'ai Delogu. On va donner de l'argent public, c'est-à-dire des impôts des Françaises et des Français, à une entreprise une entreprise privée. Si demain on nous dit qu'il y a une entreprise public, c'est-à-dire qui appartient à l'État et qui mettrait les gens en relation, je dirais, bon, on va pas leur donner de l'argent, mais au moins, on pourrait injecter, par exemple, des fonds avec la commission des finances dont je fais partie. Mais on va pas aller jusque-là. Donc là, la CAF donnerait de l'argent à des milliardaires et millionnaires américains, par exemple. Exactement. Et moi, ce qui m'intéresse plutôt de faire, c'est d'éviter justement que les gens s'isolent dans la vie et dans le monde sociétal, arrêter d'essayer de les réunir plutôt que de casser justement ce lien social que peuvent avoir les gens, se rencontrer dans un parc, etc. Après, les choses évoluent, j'entends très bien. Moi, j'ai été sur Tinder, donc passé un moment. Donc du coup, Ah, t'as été sur Tinder? Oui, passé un moment, j'y étais. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu mieux parce qu'on se donne vite son point de vue sur une personne, puis après on le rencontre. Et ça donne quelque chose, c'est quelque chose de différent que de rencontrer quelqu'un dans la rue, de dire « Ah, tu es charmante » ou « tu es charmant », etc. etc. C'est vrai que c'est quelque chose de différent. Oh mon Dieu! Voilà, il me dit je suis charmant et ça me tombe dessus quoi. Attends, tu sais quoi? Attends, regarde. On est chez nous. Oh oui, on l'arrache. Allez hop. Je vous laisse poursuivre. Hein. C'est Moi, l'effet je suis chez moi, des hein. logus, c'est l'effet des logus. C'est l'effet de Tinder, Delogu. tout le plateau s'effondre. Le mec, il dit « Elle est sur Tinder ». C'est informel. Tout est tombé. Comment C'est tu es informel. sur Tinder? Et alors Sébastien Delogu, est-ce qu'elle a raison, Maureen? On va pas sur ce genre d'application pour fonder une famille? Pas toujours. Ça peut ne pas plaire. Après, il y a des gens qui sont peut-être un peu coincés, ils ont du mal à parler. Peut-être Bien que sûr. parler sur une application, c'est un peu mieux. Mais on ne va pas donner de l'argent public. Au contraire, il faudrait essayer de créer des choses qui sont pour la société, qui mettent, on va dire, en action des gens dans la rue, dans la vie, par exemple le monde associatif, etc., où que les gens se rencontrent avec des points communs, avec et pour qu'on puisse tisser du lien. Et puis il y a déjà des allocations en fonction des enfants. Pablo Pio-Vivien. Ouais, moi, je vais rebondir sur ce que disait Sébastien, c'est-à-dire que quand il dit c'est de l'argent public qui va à des entreprises privées, c'est même encore pire que ça. C'est de l'argent public qui va à des entreprises privées qui sont dirigées et créées par des hommes. C'est-à-dire que c'est génial. En fait, ce truc, cette idée de donner des allocations pour s'inscrire sur des sites de rencontres. Alors déjà, Tinder, c'est gratos. Enfin, genre à part si tu vas avoir Tinder Premium. Enfin, je veux dire, il y a plein d'applis qui sont gratuites. Hein, Non, mais si tu n'as pas de crush, tu le vois pas. Mais peut-être pas Oui, pour je les suis mecs. Hein. d'accord. Ça Ouais, dépend. ouais. C'est souvent les hommes qui payent sur les applications. Mais oui, mais si c'est un crush avec quelqu'un,
téléphone, tu le vois pas. Donc du coup, tu payes parce que tu vois qu'il y a elle des a filles dit, c'est vrai, qui ont liké. Tu te dis, attends, il faut que je vois qui c'est, quoi. Non, mais ça fait Je trouve trop que tu longtemps. connais bien beaucoup Ça ces fait trop applications. longtemps. Mais il a dit qu'il y était. Ça fait trop longtemps que je suis en couple. J'y étais. Mais genre, en vérité, le problème, c'est il faut voir qui a eu cette idée en premier. Parce que genre, je sais pas qui c'est ce Jules Desmond là, enfin, qui oublie, un mec qui dit qu'il est sociologue, mais en fait, il oublie que la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a une baisse de la natalité, c'est lié à une foultitude, c'est-à-dire genre beaucoup de paramètres qui sont liés au stress, qui sont liés genre aussi pouvoir d'achat. au pouvoir d'achat, mais aussi à d'autres dispositions aujourd'hui qu'ont les femmes. Une femme moderne, une femme genre du 21e siècle, elle n'a pas forcément envie de faire des enfants. Enfin, je veux dire, c'est pas une injonction. Avant, c'était une obligation. Pour être une femme, il Elles fallait ont que t'aies encore la des gosses. pression. Ouais, de ouf. Il y a encore une pression. Il peut y avoir encore une pression. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui, qui décident d'être des femmes sans avoir d'enfants. Ce qui n'était pas possible il y a 2 siècles. Il y a 2 siècles, c'était on attend. Tu peux déclarer que tu es une femme qu'à partir du moment où tu as des enfants. C'est ça qui te remplit en tant que femme. Non, mais Bref. il y a plusieurs Et divorces attends, aussi. Oui, Ouais, vas-y, c'est pardon. vrai. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que l'idée de ces allocations, là, ça vient de chez les Américains, c'est des incels, c'est-à-dire genre vraiment des mascus, genre... Quoi, c'est qui du veulent- lobby? Du lobbying? Non, mais c'est pas du lobbying. C'est-à-dire que eux, leur idée, à la base, c'était de dire nous, on est des hommes, on veut pouvoir disposer du corps des femmes, donc il faut qu'elles se mettent toutes sur des applis. Comme ça, on pourra tout aller les voir, on pourra tout aller les sauter, etc. Et genre, sans notion de consentement, de machin. Et d'ailleurs, j'ai regardé qui avait repris l'idée de ce sociologue. C'est toutes genre des espèces de masculinistes d'extrême droite là, qui ont tous mis ça sur leur site internet en disant ouais c'est une super idée, etc. Il faut que les femmes elles s'inscrivent parce que nous on est tout seuls là, genre à nous je sais pas quoi, et genre on préférerait avoir des corps des femmes pour assouvir notre désir. Donc c'est une idée, mais vraiment, en fait c'est une idée qui est profondément sexiste. Vraiment. serait Laissez les réducteur. femmes tranquilles, Ouais. laissez les femmes tranquilles avec leur corps. Excuse-moi, Ça mais serait tu peux réducteur. quand même aussi être un mec et rencontrer un mec Je suis d'accord. dessus. Mais je suis d'accord, mais là on parle pas de ça. Hein. Enfin, Oui, non, mais parce ça que- y est aussi, je peux pas quoi. avoir Ça Ça y est s'appelle aussi. Grindr. Ouais, Mais, exactement. non, mais ça y est sur Tinder aussi. Mais ce qui est important de dire, c'est que aussi la natalité, elle est en déclin parce que les gens, pardon, je sais pas donner la parole, Flo, quoi. Il sait pas donner la prends ton parole, mais temps. pour une femme, d'avoir un enfant, ça coûte très cher. Il faut un logement. Les logements, pour les avoir, c'est une galère. Il y a aussi des problèmes, on va dire, qui sont importants au niveau des études, parce que tu peux Élever un gosse. pas payer d'études, élever ton enfant avec des moyens financiers, et tout ça, c'est compliqué. Donc c'est un problème qui est plus sociétal. De dire on va payer des applications Tinder, par exemple, avec la CAF, c'est de la folie. On a besoin, justement, soi-disant, de faire des économies là-dedans. Donc à un moment donné, c'est pas des économies qu'on fait là, c'est jeter de l'argent par les fenêtres, quoi. Allez, je vous propose un nouveau up and down Moi, potentiel. je voulais juste, Pardon, Louis. je voulais juste réagir sur ça en disant que, en fait, il y a un sujet, et c'est ça que met ce sociologue, c'est que c'est un sujet économique. C'est qu'en fait, tout le système de répartition des richesses en France, tout le système social est basé sur une solidarité intergénérationnelle. Ça veut dire que c'est les plus jeunes qui travaillent, et ensuite, ça permet notamment de financer les retraites des personnes les plus âgées. Et moins vous avez de personnes qui travaillent, plus c'est tout le système social qui risque de s'effondrer. Mais pour autant, ça ne justifie pas de donner des injonctions aux femmes, et je veux réutiliser les mots de Macron qui ont été utilisés de réarmement démographique. C'est un mot qui me choque parce qu'on est dans un siècle choquant. dans lequel vraiment il y a un mouvement féministe, un mouvement de libération de la parole des femmes, et aussi de femmes qui disent aux mecs non, maintenant t'arrêtes de dire ça, t'arrêtes de te comporter comme ça. Il y a une auto-éducation dans ma génération qui est très forte. Et si beaucoup de femmes ne veulent, et ça me fait marrer parce que hier soir j'ai eu la discussion avec une amie sur ça, où on parlait des enfants, et elle disait moi je sais pas si je veux des enfants, écoute, moi en soi ça me gênerait pas, mais le truc c'est que j'ai ma carrière à côté, quoi, et que je sais que si jamais moi j'ai un enfant, je pense pas que je pourrais avoir confiance dans mon mec, parce que je sais que comme d'hab c'est moi qui vais me taper le ménage, c'est moi qui vais me taper la vaisselle et compagnie. Et elle dit moi si jamais j'ai un mec qui est en capacité de vraiment gérer la charge, oui, pas de souci. Et donc du coup se pose aussi la question sur la question familiale de l'éducation des hommes, sur les tâches ménagères. On sait très bien que dans l'éducation qu'on se donne, c'est souvent les femmes qui doivent assumer cette charge dès le plus jeune âge, et aussi sur la question de la précarité. Trouver une place en crèche, c'est un enfer. Réussir à trouver un logement, c'est un enfer. Et donc du coup, en fait, il ne faut pas imposer aux femmes, mais il faut construire un système dans lequel les femmes sont libres de le faire si elles le veulent. Et ce système doit leur permettre de garder les enfants avec une crèche, d'avoir une éducation qui fait que les tâches ménagères sont correctement partagées, d'avoir accès à un bon logement. Et donc du coup, c'est pas à coup de quelques centaines de millions qu'on va donner aux grands riches de Tinder qu'on va changer les choses, c'est à coup de politique globale, et ça tombe bien, c'est le programme du nouveau Front Populaire. Il faut juste que Macron nomme Lucie Castet Première ministre. Maureen Vidal. Oui, c'est un angle intéressant.
aussi, hein, la place de la femme, etc., avec la maternité, etc., ça oui, mais il y avait aussi une étude il n'y a pas si longtemps, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais il y avait une baisse des rapports intimes dans la jeunesse. Et on avait vu qu'il y avait plusieurs facteurs. Il y avait le réchauffement climatique, il y avait plein. En fait, il y a plein d'autres facteurs aussi qui rentrent en ligne de compte dans le fait qu'aujourd'hui, il y ait moins de natalité. Et s'il y a moins de natalité, il y a moins de rapports, tout est lié en fait. Donc, hormis ce côté-là un petit peu plus réel, hein, bien sûr, mais sur la femme, la maternité, sur aujourd'hui ce que veulent les femmes ou pas, etc., contrairement aux générations précédentes, il y a ce côté aussi où il y a moins de rapports dans la jeunesse. Donc, en fait, aujourd'hui, moins de rapports égale moins aussi de bébés. Et bien justement, c'est très pertinent ce que tu dis, Maureen Vidal, puisqu'en parlant de rapport, il y a moins de 30% des adolescents qui ont déclaré ne pas avoir utilisé de préservatif lors de leur dernier rapport intime. L'OMS qualifie ce chiffre d'alarmant et explique que c'est un risque accru pour la transmission d'infections. L'OMS parle de manque d'éducation intime. Pourtant, Gabriel Attal, dans son rôle de Premier ministre, avait annoncé en janvier 2024, on aura un nouveau programme qui s'appliquera à la rentrée avec pour objectif de réaliser les séances d'éducation à la vie active relationnelle. Je vous propose de regarder. Le Conseil supérieur des programmes, il m'a remis une proposition de programme sur ce sujet avant que je quitte mes fonctions à l'éducation. Et donc on aura un nouveau programme qui va s'appliquer pour la rentrée, avec pour objectif de réaliser ces séances. En gros, à l'école primaire, on doit apprendre le respect de l'intégrité du corps, le fait qu'on ne peut pas atteindre l'intégrité du corps, que si c'est le cas, c'est des violences et qu'il faut les signaler, enfin, apprendre ça aux enfants. Ensuite, sur l'éducation en tant que telle, ça doit venir au collège et au lycée, mais clarifier ça. Donc ça sera fait pour que l'éducation, ces temps d'apprentissage aient lieu pour tous les élèves chaque année. Alors qui souhaite partager son up ou son down après cette question? Les cours d'éducation intime comme le souhaite Gabriel Attal au collège, lycée, c'est un up ou c'est un down? Je veux le dire, c'est un down parce que c'est n'importe quoi. Déjà, premièrement, à Gabriel Attal qui vient de prendre la parole, je rappelle qu'il a été battu aux dernières élections il y a 50 jours. Ensuite, deuxièmement, ça existe déjà en fait, ça s'appelle les cours à l'éducation et affective, ça existe déjà. Le problème, c'est que c'est pas mis en place parce que les établissements n'ont pas les moyens de faire intervenir les différents prestataires. Et il faudrait le mettre en place. Et là, je veux élargir et je veux poser une question qui est fondamentale. C'est quoi le rôle de l'école ? C'est impressionnant de voir que cette question, c'est quoi le rôle de l'école, le fondement de la République? On n'a pas un consensus en France pour savoir c'est quoi le rôle de l'école. Moi, je pense que l'école, ça doit former des citoyennes et des citoyens. Et il a raison dans ce qu'il dit en disant que, je ne comprends pas pourquoi il a utilisé le mot, mais oui, il faut une éducation au consentement. Il faut une éducation, pour moi, il faut apprendre, notamment quand je parlais d'éducation des hommes, pour moi, il faut apprendre aux hommes ce qu'est le de rue. Et il faut apprendre toutes ces choses. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser le mot patriarcat à l'école. Mais même, vous savez, il s'en passe des choses dans les familles qui nous dépassent. La plupart du temps, les parents ne sont pas au courant. Et qui le fait si les parents ne sont pas au courant et n'en parlent pas à leurs enfants? Qui le fait? Est-ce que c'est pas quelque part, est-ce que ça ne devrait pas être le rôle de l'école? Je vais parler simplement, mais de dire... Si on te demande de montrer ta zézette, tu dois pas le faire. Si quelqu'un veut toucher ta zézette, il faut pas le faire. Si quelqu'un veut toucher ton kiki, il faut pas le faire. J'utilise des mots simples volontairement. Mais si, bien sûr que c'est aussi le rôle de l'école. Moi, je plaide pour ça, au contraire, et je trouve qu'il n'y a pas assez. Du coup, là, le sujet aussi, c'était sur l'utilisation des préservatifs, etc., qui n'est plus autant peut-être. Ah, c'est dramatique. C'est dramatique, et je trouve que bien sûr que si, l'école devrait avoir encore plus ce rôle de prévention. Déjà, il faut rappeler aussi que dans les lycées, etc., il y a des préservatifs en libre service, dans les infirmeries, très généralement. En tout cas, moi, dans mon lycée, c'était le cas. Mais les élèves ne sont pas assez informés sur ça. Et ceux qui ne peuvent pas, dans leur famille, justement, ou avec leurs proches, parler intime, parler et parler surtout prévention aussi. Mais parce qu'il y a des parents qui vont répondre, ce n'est pas le rôle de l'école, c'est pas à eux à parler d'un sujet dont je n'ai pas encore parlé. Alors est-ce que ces parents le font? La question c'est est-ce que ces parents le font? Pardon, mais j'entends ce que tu dis. Macron, il a fait une loi qui justement, il a dit que les préservatifs allaient être gratuits pour les moins de 18 ans, c'est ça? Donc du coup, ou moins de 25 ans. Donc, c'était pas une loi, mais genre, il a fait ça. Ils sont déjà gratuits, oui, pour les moins de 25 ans. Du coup, il a fait ça. Est-ce que ça a porté ses fruits? Non. Pas selon le rapport de l'OMS. Donc du coup, l'OMS nous explique très bien qu'on doit absolument expliquer les risques qu'il y a justement qui sont liés à des rapports qui sont non couverts. Aujourd'hui, il y a des élèves de collège et de lycée, comme je l'ai dit à l'Assemblée nationale, et personne ne m'a absolument pas écouté sur ce sujet, qui se prostituent dans les collèges et les lycées de France pour s'acheter des sacs, des téléphones, parce qu'il faut être à la mode. Donc, c'est important que l'éducation nationale, même si ça peut porter à confusion, j'entends, il y en a beaucoup qui marronnent sur ce sujet. Oui, vous n'allez pas éduquer nos enfants.
mais les parents, ils n'ont pas souvent la bonne place dans cette histoire. Moi, je ne me vois pas raconter à ma mère des trucs sur ma sexualité. Je ne le fais pas. Peut-être qu'il y en a qui sont fusionnels et ça pourrait le faire. Moi, en tout cas, ce n'est pas mon cas. Donc, du coup, je me mets dans une situation où je me dis, je préférais peut-être parler à quelqu'un d'autre. Donc, revenir à ce que disait Louis, apporter des moyens à l'école et à l'éducation nationale pour qu'on puisse justement faire cela. Pablo. Ouais, mais alors justement... Et pas, pardon, excuse-moi vas-y, Pablo, vas-y. pas faire des scènes de théâtre où on va mettre des gens nus et faire leur expliquer comment on fait l'amour. Hein. Oui, Expliquer bien sûr. les risques qui sont liés. Mais c'est important de le dire parce que Et le consentement. souvent l'extrême droite, Ouais. et voilà. Oui, c'est vrai que l'extrême droite a tendance à caricaturer ce genre de cours, alors qu'il pourrait être très bien fait. Moi, je pense que c'est très important l'éducation nationale, mais là, je vais juste parler de moi, en fait, de ma communauté, c'est-à-dire la communauté homosexuelle. C'est assez intéressant parce que pendant longtemps, avant les applications, avant les réseaux sociaux, avant tout ça, la façon dont un homosexuel en fait se construisait dans sa sexualité, c'était à travers une communauté. C'est-à-dire, en gros, c'était les gens plus âgés qui disaient, voilà, comment il faut se comporter. Tu allais dans des bars, et là, tu rencontrais des gens de générations différentes, et qui, t'apprenaient, en fait, ta sexualité, qui est, entre guillemets, une sexualité qui n'est pas toujours évidente, qui est peut-être un peu moins évidente que dans l'hétérosexualité. Et aujourd'hui, ça s'est perdu. Et c'est-à-dire qu'il n'y a plus ces lieux en fait, de rencontres physiques entre des gens de générations différentes qui ont eu des expériences différentes. Et quand on parle de il y a 30% des jeunes qui ne mettent pas la capote et il y a une baisse en fait, des gens qui utilisent la capote. Moi, je le vois parce que moi, j'ai 35 ans et donc je suis pas la génération SIDA. Hein. Je suis arrivé après la génération SIDA qui a touché énormément la communauté homosexuelle. Mais quand j'étais jeune, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et donc moi, j'ai rencontré des gens plus vieux qui m'ont raconté en fait cette histoire-là. Cette histoire des luttes pour le sida, de la façon dont ils se protégeaient, de l'importance en fait de mettre la capote, etc. Aujourd'hui, ce lien générationnel, il s'est abîmé et il a même un peu disparu. Et c'est ça, moi je pense que c'est de cet ordre-là aussi, c'est là aussi plutôt qu'il faut qu'il y ait une éducation. C'est-à-dire qu'il y a une éducation par la communauté. Tout ne peut pas passer par l'éducation nationale ou par l'État. C'est très important, il faut renforcer au maximum, mais il y a d'autres endroits de la société. Et tout à l'heure, tu parlais des parents, il n'y a pas que les parents et la famille. Sébastien, il a raison. Enfin, franchement, aller parler de ça à ses parents, quand tu as 14 ans, aller parler de sexualité à un enfant, franchement, c'est chaud quand tu es les parents. En revanche, il y a d'autres espaces qu'il faut peut-être recréer, je sais pas. Quand je dis recréer, c'est pas à l'État de le faire, hein, c'est pas à l'État de créer des bars gays, je suis pas en train de dire ça. Hein. Mais il faut... Moi, j'ai l'impression qu'on a besoin en fait de d'un tissu fort en fait dans la société pour que il y ait des liens entre des gens qui ont eu des expériences et là qui nous les racontent et qui nous expliquent, qui nous disent où sont les dangers, etc. Eh ben celui qui a eu l'expérience pour potentiellement devenir président de la République en 2027, vu qu'il a officialisé sa candidature, c'est Édouard Philippe. Et je vais vous questionner sur cette officialisation. Édouard Philippe a dit ce que je proposerai sera massif. On dit souvent que pour une présidentielle, il ne faut avoir envie de rien d'autre. J'y souscris. Qui souhaite dire si c'est un up ou un down, parce que tout le monde ne pourra pas le faire, en répondant à la question suivante. Édouard Philippe qui annonce déjà officiellement sa candidature aux élections présidentielles de 2027. Est-ce que c'est un up ou est-ce que c'est un down? Down pour moi. Sébastien Delogu. Down pour moi, tu vois, tu t'es pas inquiet. Oui, j'apprends vite. Et donc, du coup, juste parce qu'il a déjà été Premier ministre, il a mis la France en déclin, il n'a rien fait, il n'y a rien eu d'exceptionnel. Qui se souvient de ce qu'il a fait ici? Dégain. Donc, du coup, c'est simple. C'est qu'en fait, dégain, ça veut dire personne pour les gens qui ne parlent pas marseillais. Oui. Non, mais par contre, il a une très bonne cote de popularité. Ah ouais, chez qui? Ah bah c'est ce qui ressort dans les sondages. Oui. Apparemment, les sondages, ouais, moi je les écoute cet pas. Moi je été, préfère c'était écouter les gens qui sont un autour de moi. personnage politique préféré des Français. Mais les gens qui sont autour de nous là, qui votent et qui font de la politique sur des plateaux télé ou dans... Franchement, ce mec, je sais même pas qui c'est. Et je sais qu'il a été Premier ministre, il n'a rien fait, il a fait que faire en sorte que la France arrive en déclin. Donc en fait, il a aucunement sa place là-dedans. Alors maintenant que c'est un mec d'extrême droite, mais qu'on va parler de Bardella, je vais dire, ok, très bien, tu veux t'affronter à nous, entre guillemets, il n'y a pas de problème. Parce que je pense que la prochaine fois, ça sera entre la gauche et les composantes de gauche, comme le nouveau Front populaire, ça sera face à l'extrême droite. Et je pense qu'il n'a pas sa carte à jouer et qu'il fait ça pour qu'on fasse parler de lui, tout simplement. Ça fait peur, une candidature comme celle d'Édouard Philippe à la présidentielle 2027 Louis Boyard. Vas-y, moi je vais dire up. Je vais dire up pour une raison très simple. Premièrement, ce monsieur qu'il se présente, il a le bilan d'Emmanuel Macron au visage, il a été son Premier ministre. Mais vous observerez quand même qu'il se présente à l'élection présidentielle 3 ans avant. C'est quand même très très tôt. Et moi je pense que s'il le fait, c'est parce qu'il sait que la destitution de Macron, voire même sa démission,
ça peut arriver très très vite. Il est précautionneux, le monsieur, donc il aura hâte de se faire battre aux prochaines élections présidentielles et on s'en occupera personnellement. Moi, Eh c'est ben, juste une question. oui, Pablo. C'est quoi un programme massif? Franchement, ça veut rien dire. Je suis désolé, Edouard. Genre, un programme massif, ça n'a absolument aucun sens. Et les gens qui regardent, ils ne savent même pas qui c'est. Tu poseras la question. Tu feras un sondage, est-ce que vous le connaissez? Bah, la plupart des gens vont le connaître parce qu'il a changé de tête en l'espace de quelques mois. Et qu'il a fait la une de la presse People pour ça. Ah oui, Ah oui, ouais, parce ouais. qu'il est, bon, il est malade. On ne peut pas l'attaquer sur ça. Non, je suis pas sûr, c'est une alopécie. C'est je une veux pas dire alopécie, des bêtises. ouais. C'est ça, hein. C'est une Ouais, maladie, mais c'est une tout à maladie, fait, ouais. non? Oui, tout à fait, c'est une maladie, oui. Voilà, mais qui n'a pas, je crois, de. Non, contrainte ça change rien, particulière. ni à son bilan politique, Ah oui. ni à ce qu'il va proposer à la France, mais... Ah, moi, Et il pas. a du vitiligo aussi, je crois. Mais c'est pas le sujet. On va tout de suite enchaîner avec une nouvelle rubrique. Ça s'appelle la question qui tue. Sébastien Delogu, je le dis bien maintenant. Oui, parfait. Voilà, c'est parfait. Sébastien Delogu, c'est toi qui va inaugurer la question qui tue. T'es prêt? Bien sûr. On y va? Allez, c'est parti. Rima Hassan a tweeté pour sa journée d'hommage aux victimes du terrorisme, l'ONU ne qualifie pas et ne rattache pas le 7 octobre à du terrorisme. Notons que pour l'essentiel du monde, en dehors de la pensée hégémonique occidentale, personne ne rattache le 7 octobre à du terrorisme dans le contexte d'occupation et de colonisation de la Palestine. Le député socialiste Arthur Delaporte s'est assez insurgé de ce tweet-là en disant « Ce n'est pas possible de tenir ce discours. La France insoumise qui soutient le nouveau Front populaire doit clairement condamner ces propos insupportables. Notre programme est sans ambiguïté. Les massacres du 7 octobre sont terroristes. » Libération a titré « Un message de Rima sur les attaques du 7 octobre embarrasse la gauche ». Il y a eu sa présence aussi à une manifestation qualifiée de pro-Hamas en Jordanie, et suite à ça, une cinquantaine de députés Renaissance ont adressé, selon Le Point, un courrier à la représentante du Parlement européen demandant donc la levée de son immunité parlementaire et des sanctions disciplinaires à son encontre. Sébastien Delogu, ma question qui tue est la suivante. Penses-tu que Rima Hassan est aujourd'hui un atout ou une contrainte pour LFI et l'Union du Nouveau Front populaire? Un atout. Je continue à parler ou il y a le générique qui tourne? Et le feu. Non, un atout, bien évidemment, parce que Rima, il faut la connaître et il faut voir quel est ce personnage. Moi, je la connais bien. Elle peut être exécrable à des moments et elle peut être, je sais pas, ça peut être surréaliste ce qu'elle dit à un moment. Elle peut exceller dans ce qu'elle dit. Il faut bien la connaître. C'est une personne qui part d'un camp de réfugiés palestiniens, qui a toute sa vie a dû, entre guillemets, avoir ce fardeau en elle. Elle l'a combattu sur les réseaux, dans son travail. C'est une personne qui a vraiment la tête sur les épaules, qui a un drapeau, je ne sais pas, du Hamas, c'est ça? Non, c'est quoi le drapeau? Lorsqu'elle était en Jordanie, qu'elle participait à une manifestation. Voilà. Ça peut arriver à tout le monde de marcher. Moi, je me suis retrouvé dans une manif avec un drapeau des communistes derrière moi. Je ne voulais pas, d'accord? Parce que je suis français insoumise. Bon, ben, écoutez, j'avance, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'elle Je suis pas embarrasse sûr. la gauche, comme le dit Libération? Clairement. Non, mais non. Aujourd'hui, est-ce qu'elle vous embarrasse? Moi, je vous le Non, dis, non, non. de façon très honnête, c'est une personne qui est censée dans ce qu'elle dit. Après, elle pose une forme juridique de ce que dit l'ONU, mais derrière, ça la regarde à elle, si vous voulez. Il faut aussi voir la personne. Elle, c'est comme si aujourd'hui, vous allez la juger, mais vous ne savez pas tout ce qu'elle a vécu et vous ne pouvez absolument pas vous mettre à sa place. Donc il faut savoir aussi accepter les différences et se dire qu'elle a un vécu qui n'est pas le nôtre. Moi, je suis un Français, je suis né en France. Elle a été dans un camp de réfugiés. Elle s'est battue toute sa vie contre la colonisation de la Palestine. Mais vraisemblablement, elle divise le nouveau Front populaire. Mais non, elle ne divise pas parce que Delaporte, de toute façon, il passe son temps à cracher sur Jean-Luc Mélenchon. Donc du coup, ce mec-là, à quoi il sert si ce n'est qu'à chaque fois diviser? C'est un peu un socialiste Macron compatible, comme on le disait. Mais de dire ça, c'est pour faire parler de lui. Parce que s'il regarde dans le fond ce qu'elle dit Rima Hassan, nous, la France insoumise, nous avons condamné... Vous m'y semblez vraiment indigné pour le coup. Non, mais nous avons condamné dès le départ les attaques du 7 octobre en disant que c'était des actes de barbarie, etc. Mais au début, personne ne savait ce qui était en train de se passer le 7 octobre. Donc du coup, le fait de remettre encore ça sur la table, c'est une manière de dire, attendez, nous on est de gauche et on est ceux qui sont dans l'arc républicain, blablabla. Mais en fait, c'est une manière encore d'essayer de dévaloriser les personnes qui sont de notre côté et qui combattent le programme de la France Insoumise, qui est un programme de rupture de gauche. Et moi, je suis
avec Rima Hassan sans faille, parce que je sais ce qu'elle a vécu, j'ai beaucoup parlé avec elle, je l'ai vue pleurer dans des manifestations, notamment à Marseille, quand il y avait des milliers de personnes à la suite que j'ai brandi le drapeau palestinien et je suis redescendu sur mes terres à Marseille. Il y avait énormément de monde. J'ai vu Rima pleurer parce j'ai dit pourquoi tu pleures, tu n'es pas contente? Elle m'a dit mais tu ne te rends pas compte, tout mon peuple est en train de mourir de l'autre côté de la Méditerranée, il y a 40 000 morts. C'est son peuple, c'est le peuple de tous les Palestiniens et les Palestiniens, mais c'est son peuple qui est en train de se faire coloniser, de se faire génocider. Et donc, du coup, elle peut avoir des fois des mots qui sont démesurés. Donc, c'est quoi? C'est une sortie de route? Ça peut arriver, c'est ce que tu es en train de dire? Non, parce qu'elle est en train de donner un aspect juridique de ce que dit l'ONU. Donc, bon, après, c'est ce qu'elle défend, elle. Après, il faut aller au bout des choses, il faut l'expliquer. Moi, aujourd'hui, je la prends. Parce que l'ONU a qualifié les actes du Hamas comme terroristes. Ben oui, la France est soumise aussi. Donc du coup, elle pense ce qu'elle veut par rapport à ce qu'elle a vécu. Et il faut savoir accepter la différence. Donc du coup, après, politiquement, on peut débattre sur des choses, sur des mots, des termes, etc. Mais elle n'a pas quand même le même vécu que nous. Hein. Mais tu vois, Pablo. en fait, ce qui est assez dingue avec ce qui se passe depuis le 7 octobre, et notamment ce qui se passe à Gaza, c'est que genre, la focale, c'est-à-dire genre le zoom, il est toujours mis sur la France insoumise. Alors ils ont dit quoi, la France insoumise? Alors il a dit quoi Delogu? Il a dit quoi Boyard? Elle a dit quoi Rima Hassan et tout? En fait, c'est insupportable. Genre, je ne comprends pas. Genre, il y a des masses en fait, qui sont perpétués. Et comme l'a dit très bien David Guiraud, qui est un autre député insoumis, franchement, vous appelez ça comme vous voulez, mais battez-vous en fait pour que ça s'arrête. Battez-vous en fait pour que ce qui se passe à Gaza, ce qu'est en train de faire le gouvernement israélien à Gaza, s'arrête. Et aujourd'hui, genre, on voit enfin dans la presse, que ce soit à la télé, dans les journaux, à la radio, Il y a des manifestations en Israël. Exactement, il y a des manifestations en Israël et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux que le peuple israélien, au bout d'un moment, dise stop, là on n'en peut plus, là, genre vous pouvez pas continuer à faire ça à Gaza, genre on est en train de massacrer. Alors après, pourquoi il faut les manifestations? Parce que sans le cessez-le-feu, ils ne peuvent pas libérer les otages. Bien sûr. Non, mais il y a la question des otages, effectivement, et de la stratégie de Netanyahou. Il ne faut pas les oublier, ces otages. Il ne faut surtout pas les oublier. Il faut absolument qu'ils reviennent sains et saufs, etc. Mais là, les Israéliens sont en train de se rendre compte que la stratégie de Netanyahou de bomber n'importe comment et de femmes, enfants et hommes, et aussi effectivement quelques militants du Hamas, oui, ils les traitent d'animaux, etc. À Gaza, bah, c'est peut-être pas la meilleure des stratégies pour ramener vivants les centaines d'otages qui étaient à Gaza, les centaines d'otages israéliens. Donc c'était pas ça, c'est leur logique. Mais en France, lorsque vous êtes français, arrêtez de vous concentrer sur genre ah ouais, ils ont mis où la virgule dans le communiqué de presse de la France insoumise. Franchement, c'est pas le centre du monde, la France insoumise. Là, le centre du monde, honnêtement, ça devrait être la lutte pour que le peuple palestinien puisse vivre un minimum dignement, genre puisse avoir un pays, puisse avoir des frontières, puisse avoir un État, puisse avoir une politique, mais genre enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, et ça fait maintenant 75 ans en fait qu'il y a beaucoup de gens qui se battent, y compris en France, pour que le peuple palestinien ait juste la possibilité de vivre normalement une vie. Et on les en empêche avec des petites polémiques à chaque fois. Alors, et là, encore une fois, ça revient toujours sur la France insoumise. Moi, je vais vous dire un truc, j'en ai rien à foutre en fait de ce que raconte la France insoumise, en l'occurrence sur ce sujet. S'ils organisent des manifs, bon bah j'y vais, parce que genre je suis en soutien aujourd'hui avec le peuple palestinien. Mais après, savoir s'ils appellent ça un génocide, un massacre, genre des horreurs perpétrées à Gaza, franchement, je m'en fous. Genre, il faut y aller. Il faut se battre pour le peuple gazaoui et le peuple palestinien. Il faut se battre pour la paix. Et pour la paix, exactement. Surtout. J'entends. Maintenant, quand même, enfin, je sais pas, ça choque que moi peut-être, mais les propos de Rima Hassan sont assez choquants. Je suis désolée de le dire, c'est choquant. Moi, ça me heurte personnellement. Vas-y. Ça me heurte personnellement parce que quand je vois qu'en fait, on ne nomme pas ça, le 7 octobre, des attentats terroristes, alors qu'est-ce que c'est? Ça revient à dire que le Hamas n'est pas terroriste. Ça revient à dire que le Hamas n'est pas un mouvement palestinien comme on l'appelle, comme il est reconnu par la France. Rima Hassan est une eurodéputée au Parlement européen, mais elle représente la France. C'est une Française aussi, cette femme-là. C'est une Française fière d'être députée, qui est voilà, de la France insoumise, etc. Ok, mais aujourd'hui, le fait de ne pas nommer le 7 octobre des attentats,
choque. Mais ça me choque. Parce que c'est ma question, pardon. Vas-y, mais pas de Je soucis. t'excuse, Allez, on excuse-moi. finira avec ta réponse, Sébastien, Ah. et ensuite tu auras ta question qui tue Louis Boyard. Ok, juste, j'ai brandi le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale parce que justement, j'ai mis autour de la table des scientifiques, des chercheurs, des personnes qui sont expertes dans cette région-là et qui ont expliqué que Israël, par le biais de Netanyahou, finançait le Hamas. Donc, si le Hamas sont des terroristes et font des actes terroristes, le corrupteur et le financeur de base, c'est-à-dire Netanyahou, il est aussi, lui, considéré comme un terroriste. Parce que je ne peux pas aujourd'hui, si tu veux, mettre que le Hamas du côté des terroristes et ne pas mettre Netanyahou qui les a financés. Donc après, d'expliquer que le Hamas n'a pas fait une action terroriste ou l'aurait fait, ces actes-là, tout le monde doit les condamner. On parle Et de nous, crimes de on l'a guerre fait. contre l'humanité. C'est des crimes de guerre, ça a été reconnu par l'ONU et c'est des actes qui sont terroristes. Je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, il faut aussi dire la vérité. C'est qu'il y a une colonisation J'ai qui une amène... question. Oui, vas-y. Juste une question. La démarche que le Hamas a eue le 7 octobre en Israël, C'est scandaleux. C'est scandaleux. On est d'accord, Oui, parce que personne ne va tu dire mets le des contraire, gens. c'est normal. Non, la vraie question, c'est le fond de la question, en fait, plutôt qui est intéressant à relever, pour moi en tout cas, c'est quel était l'intérêt ? Quelles sont les motivations derrière Je vais le te le 7 dire. octobre? C'est quoi? C'est de récupérer des terres palestiniennes? C'est d'attaquer Israël pour ce que représente l'État d'Israël et les attaques? Donc ça veut dire que c'est donc légitime, les attaques du 7 octobre sont légitimes. En fait, ça revient à dire ça. Non, Si on contourne, en fait, si on creuse un peu plus, ça reviendrait à dire que les attaques du 7 octobre sont légitimes. Eh ben, moi, mon point de vue, il est que Netanyahou a financé le Hamas pour déstabiliser les accords de 48, pour justement aller récupérer les terres en Palestine, parce qu'en dessous de ces terres se trouvent des, comment on appelle ça, des gisements, etc. Et donc, du coup, et ils ont aussi, soi-disant, ils vont retrouver là-bas la vache en or, je sais pas, je suis pas trop instruit sur ce sujet. Mais en tout cas, c'est ce que disaient les chercheurs. Et donc, du coup, ils nous ont expliqué que, de base, Netanyahou a été aussi financé par de l'argent français, d'accord, et a financé le Hamas pour que derrière les accords de 48 soient déstabilisés. Et c'est pas moi qui le dis. Non, mais d'accord. C'est les travaux. Allez, que je vous j'ai- remercie pour vos C'est les réponses. travaux que j'ai effectués à l'Assemblée nationale. Et quand j'ai vu les chars Arafat, après, Mais c'est une vraie On va question. devoir avancer. Genre, depuis mais le c'est début, compliqué, hein. tu sais, genre, c'était la même chose pour le Front de libération de l'Algérie, enfin national de l'Algérie, même pour Nelson Mandela. En fait, c'est des gens qui, au bout d'un moment, dans des mouvements de libération contre des colonies, alors, c'est des vrais débats qu'il y a eu, tu vois, Sartre et Camus et tout, ils se sont arrachés pour savoir si, dans le mouvement de libération de l'Algérie, on pouvait utiliser le terrorisme ou pas, etc. Donc, c'est des vrais débats qu'il faut avoir. Pour moi, c'est du terrorisme, mais c'est de la pire espèce, parce qu'en plus, les buts du Hamas, quand tu lis ce qu'ils veulent faire, c'est absolument abominable. Donc, Merci, Pablo. mais c'est des débats. Non, mais c'était cette question juste Merci de notion. Aurine, C'était merci juste ça. Pablo et c'était merci intéressant. Sébastien mais c'est d'avoir très répondu à ma complexe, question. Très compliqué. Voilà. C'était ma question, c'était ta réponse. Je m'en vais. Non, c'est important de l'écouter. Je suis pas intervenu, On est là mais pour le- s'écouter, je suis pas c'est intervenu, ça mais pour le formel. coup, étant de gauche, moi, Rima, elle me rend fière et vraiment, Rima, lâche rien. Elle rentrera dans l'histoire, cette dame, parce son combat politique est sublime. C'est très bien, on passe à ta question qui tue, Louis Boyard. Gabriel Attal avait promis de rémunérer les lycéens en voie professionnelle, donc d'ici 20 juillet, qui est passé. Selon toi, Louis, sa promesse n'avait pas été tenue à ce moment-là, ce qui t'a conduit à faire la vidéo suivante, postée sur tes réseaux sociaux. Si je me trompe, tu rectifieras, regarde. Numéro de téléphone de Gabriel Attal. J'ai pas ça, c'est une carte à jouer pour les lycéens de la voie professionnelle parce que Gabriel Attal a promis que vous seriez tous payés fin juillet. Bon alors en fait, il est plus censé être Premier ministre, il est Premier ministre démissionnaire, mais il faisait quand même le guignol pendant les JO. Écoutez, c'est pas notre sujet, on va le dégager, mais en attendant, il faut qu'il tienne sa promesse. Donc en commentaire, mettez-moi les SMS que vous voudriez envoyer à Gabriel Attal et je les enverrai moi-même. Je vais un peu faire le facteur. Voilà, la lutte continue. Mettez-moi en commentaire les messages qu'on va envoyer à Gabriel Attal et on va l'obliger à se positionner. Il doit vous payer. Rapidement, après cette vidéo, il doit vous payer. Rapidement, il y a des élus qui ont dénoncé une forme de harcèlement de ta part envers le Premier ministre. On a pu entendre appeler au harcèlement du Premier ministre quand on est député de la Nation, ou encore un député ne devrait pas se comporter comme ça s'appelle du harcèlement moral. Louis Boyard, ma question qui tue est la suivante. Flamme. Louis, dans ta vidéo, tu dis que tu enverras tous les messages avant de te rétracter en disant que tu enverrais une sélection de messages. Sachant que les collégiens et les lycéens sont les premiers touchés par le harcèlement, reconnais-tu avoir desservi la cause de la lutte contre le harcèlement, comme l'a déclaré la ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet?
C'est chaud ou pas? Mais vraiment, faut se mettre à ma Et tu place. dis transférez-moi vos messages et je les transférerai Mais oui, à Attal. non mais attendez, faut se mettre à ma place au bout d'un moment sans rire. En plus, c'était le premier truc où, ok, je vous raconte le contexte. Lycéens de la voie professionnelle, ils sont censés être payés. Déjà, ils sont ils sont exploités, ils sont payés 4 à 5 euros de l'heure. Vraiment, c'est un scandale, quoi. Les lycéens de la voie professionnelle me contactent et me disent, écoute, ils m'ont toujours pas payé. Je suis scandalisé. Je me dis, mais non seulement vous les exploitez, mais en plus, vous les payez pas à l'heure. Donc, je vais poser une question au gouvernement en disant, il est l'heure que vous payez les lycéens de la voie professionnelle. Victoire. J'ai obtenu une victoire sur ce sujet. J'étais tellement heureux. Vous savez, c'était quoi les titres de presse? Un député d'opposition réussit à obtenir une victoire. Mon titre de presse était Louis Boyard recadré par la présidente de l'Assemblée nationale. Personne pour parler du combat des lycéens de la voie pro, personne pour parler de ce que j'ai fait. Non, Louis Boyard recadré. Puis après, ensuite, ils tiennent pas leurs promesses. Tout le monde devait être payé fin juillet, ils sont toujours pas payés fin juillet. Je peux pas aller à l'Assemblée nationale questionner le gouvernement, puisqu'il n'y a plus de gouvernement. Parce que Macron veut pas en nommer. Et donc moi, il me reste quoi comme solution? Il me reste comme solution ce truc-là, le truc que j'ai trouvé pour essayer de continuer de me battre pour des lycéens exploités et pas payés. Et le truc du cyberharcèlement, je sais pas, c'est parti de députés macronistes. Dans la vidéo, je n'ai jamais dit que je le ferais. Mais là où c'est intéressant, c'est que tous les articles de presse qu'il y a eu derrière, c'était pour dire, regardez, Louis Boyard, il va participer à un cyberharcèlement que je n'ai jamais dit. Mais surtout, personne pour parler des lycéens de la voie professionnelle, personne pour parler de mon combat sur les lycéens de la voie professionnelle. Et à la fin, ensuite, si jamais ils disent, ouais, mais Louis, il va harceler Gabriel Attal parce qu'il va recevoir des milliers de messages. Ça veut dire que vous savez qu'il y a des milliers de lycéens qui sont pas payés? Moi, je sais pas combien sont payés ou pas. Ils veulent pas me donner les chiffres. Ils ont dit tout le monde est payé sauf quelques exceptions. Mais du coup, si vous dites que c'est du parce qu'il y en a des milliers. Donc moi, ce que j'ai fait à la fin, sans me rétracter, j'étais en train de voir tout le monde partir totalement en vrille sur un truc que je n'ai jamais dit et que je n'allais jamais faire tellement ça me paraît évident, mais ils ont décidé de détourner le sujet de cette manière. Et franchement, je parle comme ça parce que je vous jure, j'en ai ras-le-bol, mais vraiment j'en ai marre, quoi. Enfin, sans rire, je bosse, quoi. Je compte pas mes heures, je prends quasiment pas de vacances. Je fais tout pour faire en sorte que la parole des jeunes soit entendue, pour que leur combat soit entendu. Et le traitement médiatique que j'ai, c'est tout le temps, il a été recadré, il a fait ci, il a fait ça. Sans rire, je ne suis pas respecté. Et quoi que je fasse, je ne serai pas respecté. Et quand ils disent qu'ils ne devraient pas se comporter comme ça, et ben franchement, je m'en fous, parce que je sais que j'obtiendrai jamais leur respect, jamais leur estime. Par contre, moi, l'estime et le respect que je veux obtenir, c'est celui des jeunes. Et les jeunes de la voie professionnelle, eux, ce qu'ils ont dit, c'est franchement, on est au mi-juillet et t'es encore en train de faire une vidéo pour nous défendre. Merci, t'es un bon. Et ben le merci, t'es un bon, il vaut largement les centaines d'articles que je me suis tapé sur la base d'un truc qui n'a jamais existé. Et c'est pour ça que je suis fier de faire de la politique comme ça. Et non, ça n'a pas desservi la cause. Et je terminerai sur une chose. Dans tout ce que je fais, je le fais toujours avec une chose. Je veux jamais me battre seul. Je fais toujours les choses pour que eux-mêmes ils battent avec moi. Je leur dis envoyez-moi des messages, venez dans la manifestation, faites ci, faites ça. Parce que moi, ce que je veux, c'est que la jeune génération, elle gagne tout ensemble pour gagner. Vraiment, c'est ça. Mais sur l'écologie, le social, le féminisme, l'antiracisme, la démocratie, la République, si toute la jeune génération, elle y va, parce que c'est une génération qui est désespérée, vraiment, on ne croit pas en l'avenir. Vraiment, si on y va tous, on peut gagner. Et c'est ça que je suis en train d'essayer de construire et je ne pense pas desservir la cause. En tout cas, moi, je regarde derrière moi et je suis fier de ce que j'ai fait pendant 2 ans. Bon, mais en tout cas, c'est cool, tu as eu l'opportunité de répondre à toutes ces attaques. Les jeunes parlent beaucoup de lui, et même leur maman, parce que les enfants leur disent « Oui, mais le député, on a envoyé ici ». Donc moi, les gens me parlent beaucoup, et parlent beaucoup de lui. Donc ce que tu as dit sur Rima Hassan, je te le redis pour toi. Pablo Pio-Vivien, c'est à toi. J'espère que tu n'as pas déjà trop chaud. Si, moi j'ai déjà chaud, mais vas-y. Sur X, réseau social sur lequel tu es beaucoup commenté, hein, de par tes prises de parole, notamment sur BFM Moins Télé. que, hein, enfin... Moins que, tu trouves? Ouais. Pas ces derniers temps. Pas ces derniers temps. On a pu lire le tweet suivant. Germain Louvet, celui qui fait le geste d'égorger l'enfant durant la cérémonie des JO, il est en couple avec un chroniqueur de BFM Télé, Pablo Pio-Vivien. Il ne s'agit pas d'une coïncidence. Pablo, ma question qui tue est la suivante. Penses-tu que ton conjoint a été la cible de détracteurs dans le seul but de diaboliser son orientation en tentant de faire rimer satanisme et wokisme? Honnêtement, c'est de la folie ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux après cette cérémonie d'ouverture, parce que donc, mon conjoint, il est danseur à l'opéra. Il est même danseur étoile à l'opéra, attention. Et, c'est une star de l'opéra de Paris. C'est une star de l'opéra de Paris. Et donc, il a participé à la cérémonie d'ouverture dans la fameuse scène de la scène. Et, qui n'était pas la scène, je crois. Ah. Oui, on a chacun notre avis là-dessus, mais bon, arrête. Enfin, genre, quand tu regardes, ça ressemble à la scène, quoi. Et peu importe. Et donc, il a participé à ça. Et après,
Mais ça a été un délire. Alors, le premier truc, parce que avant ça, parce que genre il y a eu le signe d'égorgement. Alors, soi-disant, il aurait fait un signe d'égorgement en regardant une petite fille. Genre, bon, c'est une dinguerie totale. Genre, c'est complètement genre inventé. C'est juste qu'ils ont, en fait, ils ont fait tourner la vidéo. C'est un extrait de 3 secondes qu'ils ont fait tourner en boucle. Et effectivement, au bout d'un moment, tu peux te dire, mais c'est vrai, pourquoi il fait ce geste? Alors qu'en fait, c'est totalement anodin. Enfin, il le fait genre comme ça, naturellement, parce qu'il est danseur. Alors, il fait comme ça avec ses mains. Enfin, bref. Il a dû même appeler la mère de la petite, genre pour dire, genre, je suis désolé, mais est-ce que genre il y a un problème? Non, mais genre, jamais on a cru quoi que ce soit, donc il y a pas de problème. Ah ouais, ça allait jusque-là. Ah non, mais c'était de la folie. Parce que genre, il y a eu des milliers et des milliers de messages. Toute la sphère complotiste mondiale s'est foutue sur le sujet. Alors le moment où ils ont compris qu'on était en couple, c'était absolument génial parce que, mais en plus c'est les médias, donc tu l'as vécu genre comment? c'est l'homosexualité. Moi, en fait, à partir d'un certain degré, je commence à flipper. Mais genre au début, je me dis bon bah ok, c'est des tarés qui s'excitent sur les réseaux sociaux et genre et tant pis, parce que c'était quand même, c'est très homophobe. Hein. T'as pas utilisé le mot, mais c'était très homophobe. C'était en mode, de toute façon, c'est des pervers, des dégénérés, et donc peu importe ce qu'ils font, à dire vrai, genre le fait de les montrer à la télévision et qui plus est dans une cérémonie d'ouverture, c'est vraiment le signe que la France est en déclin, c'est abominable, et c'est de la faute des homosexuels, parce que les homosexuels, c'est vraiment cette peste mondiale qui va faire que genre le monde court à sa perte. Donc moi, au départ, je suis là, genre ça va. Sauf que quand ça commence à atteindre, mais ça, ils connaissent bien les camarades, mais genre quand ça commence à atteindre en fait des degrés genre complètement dingues et que genre les messages arrivent par tous les canaux, c'est-à-dire que genre ça arrive par donc du coup d'abord sur Twitter, après ça arrive sur Instagram, sur Facebook, ils arrivent à trouver mon adresse mail, genre à la fin tu finis même avec des courriers parce que genre ils arrivent à trouver mon adresse postale, enfin et j'ai même reçu des messages sur mon Telegram, je sais pas comment ils ont réussi à choper mon numéro. Donc oui, en fait au bout d'un moment ça fait peur. Mais la base de tout ça, c'est quand même genre l'homophobie latente. Alors là, c'est un réseau qui est mondial. Et c'est ça qui Germain, est comment il l'a intéressant. vécu? Lui, il s'en foutait à moitié, parce qu'il est quand même beaucoup moins présent sur les réseaux. Moi, j'étais sur Twitter, c'est là que c'est le pire. Avec Elon Musk, genre de toute façon, tout a explosé. C'est-à-dire que depuis qu'Elon Musk a pris possession du réseau social, en gros, tu peux être homophobe, balancer des fake news, en veux-tu, en voilà. Genre, ton post n'est pas inquiété, ton post n'est pas supprimé. Avant, c'était pas du tout le cas. Avant, moi, dès qu'il y avait quelqu'un qui disait un truc homophobe, genre, je le signalais et dans la demi-heure, c'était supprimé. Donc c'est vrai que maintenant, ça fait beaucoup plus flipper. Et là, le truc, c'est que ça a pris un truc, c'était mondial. C'est-à-dire que là, j'ai reçu des messages de Thaïlandais, d'Américains, alors beaucoup d'Américains. Les Américains, ils étaient très à fond sur le sujet. Et non, mais juste, et toute petite parenthèse, juste avant cette polémique, il y en a une toute petite parce que genre, donc il y a une photo qui a tourné où on avait l'impression qu'il avait une testicule, je sais pas, une ou un testicule, on dit, dehors. Alors qu'en fait, c'était un trou dans son collant. Et là aussi, mais en fait, quand ça prend une proportion mondiale, il y a eu Daily Mail qui a fait un article sur le Coolgate. Enfin, genre, c'était complètement le Coolgate. Oui, le Coolgate. Genre de la cérémonie d'ouverture, etc. Non, mais c'est-à-dire que le degré en fait de dinguerie que peuvent prendre certaines polémiques sur les réseaux sociaux est complètement dingue. Après, il ne faut pas oublier, pour les gens à qui ça pourrait arriver, qu'en fait, c'est une petite proportion de gens. Que ça soit en France, quand tu te reçois 10 000 messages, bon, ok, il y a 10 000 malades mentaux genre, qui sont complètement homophobes et qui veulent ta mort, mais il reste que 10 000 sur 67 millions. Mais c'est vrai que ça fait peur de les recevoir, ces 10 000 messages. Bon, quand c'est au niveau mondial, parfois ça peut atteindre le million, mais à la limite, 1 million sur 7 milliards ou 8 milliards d'individus, c'est pas grand-chose. Enfin, faut pas oublier que les réseaux sociaux, ça reste quand même des bulles minoritaires de la population. Merci Pablo Pio-Vivien. On va enchaîner avec une nouvelle rubrique, ça s'appelle le dossier. Vous connaissez le dossier? Oui, je sais pas si c'était pour nous. On va parler refus d'obtempérer, on va parler rodéo urbain et on va se poser une question, la France est-elle laxiste ou est-elle autoritaire? Il y a deux femmes qui sont en deuil. D'un côté, Harmonie Comines, la veuve de Éric Comines, gendarme tué par un chauffard. De l'autre, Mounia Merzouk, la maman de Naël, décédée en 2023 suite à un refus d'obtempérer. C'est notre dossier de la semaine. Alors, en commun, la peine de la perte d'un être très cher, la différence,
L'une accuse la France en disant « La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance ». L'autre accuse le policier responsable et non la France en déclarant « Rappelez-vous, un policier a tué mon fils et non la France ». On va revoir quelques extraits vidéo de ces déclarations qui sont ultra touchantes et qui font mal, quoi qu'il arrive, parce qu'on se met à la place de ce drame que vivent ces deux femmes, cette mère de famille, cette maman. Sébastien Delogu, je crois que... C'est Delogu. Delogu, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est vrai, c'est pas grave. Faut que tu fasses une motion de commencé, censure. Je vais faire une motion de censure contre toi. Carrément. Mais c'est ça, moi, le problème. Quand je me mets un truc en tête, après... Ah, mais je vais y aller parce qu'apparemment, ils vont nommer le Premier ministre, donc du coup, je vais peut-être devoir y aller. Oui, t'es attendu à l'Assemblée. Non, t'es Premier attendu. ministre. BFM. Ah, d'accord. Concurrent. Ok. Et ben alors, je te laisse y aller. C'est nous qui avons pris du retard. Oui, pour tout vous expliquer, on a pris un peu de retard sur le tournage. Regarde, tu peux y aller. La Merci sortie beaucoup. est au bout du couloir. Au revoir tout le monde. Ciao, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. J'ai tout le canapé pour moi. Exactement. On va la voir cette vidéo, je disais, c'est poignant parce que voilà, quoi qu'il arrive, et c'est dommage, hein, vous allez me donner votre avis juste après, mais il y a un traitement médiatique qui est différent. Il y a des récupérations, il y a des choses qui dépassent la peine, l'horreur. Mais revoyez. La France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment? Pourquoi? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Je ne veux pas la police. Je n'en voulais pas la police. J'en veux à une personne, celui qui a enlevé la vie de mon fils. Il n'avait pas tué mon fils. Il y avait d'autres manières de le faire. Il n'avait pas tué mon fils. Une balle, si près de son torse. Non, je peux pas imaginer ça. Je peux pas. Non, frapper, le faire sortir, oui, il n'y a pas de problème. Mais une balle pour un... Non. Pourquoi le drame de ces femmes aujourd'hui dans les médias et même auprès de certains politiques, il est mis en compétition? C'est abominable. Honnêtement, genre, les mettre en parallèle, genre, et même, je vais vous dire, genre, la façon dont c'est exploité, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, par les médias, qui soient traditionnels, c'est-à-dire la télé, la radio ou les réseaux sociaux, c'est abominable. Moi, j'ai eu, genre, déjà à commenter à la radio ce qu'a raconté, ce qu'a dit la veuve de cet adjudant qui est décédé. Sur la peine de mort? Oui, sur la peine de mort, mais globalement, voilà, sur ce qu'elle a dit. Et je me suis très mal exprimé. En fait, j'ai même pas envie de commenter. Enfin, je veux dire, il y a une femme qui a perdu son mari, qui a perdu le père de ses enfants. Genre, peu importe, en fait, ce que je pense de ce qu'elle a dit, c'est légitime, toi, en fait, qu'elle puisse le dire. Non, je me suis pas insurgé. J'avais dit, genre, quand elle a dit 1981, n'aurait jamais dû exister. Oui, non mais en fait, peu importe. En fait, elle a le droit. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, tu sais, tout à l'heure, tu disais, ouais, est-ce qu'il a le droit, Macron, de faire ça? Je sais pas. Elle a tous les droits. Genre, elle vient de perdre son mari. Genre, j'imagine même pas, en fait, sa peine, genre, ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Genre, et donc, elle dit des choses, elle a le droit de le faire. Point. Genre, hein. Après, si tu veux, on peut parler d'autres choses. On peut parler de, genre, le rapport de la population avec la police. On peut parler des refus d'obtempérer, etc. Mais je pense qu'il faut le détacher, en fait, de ces moments d'émotion, genre, qui nous prennent à la gorge. Et genre, que ça soit dans le cas de Naël ou que ça soit dans le cas et là, je suis en train de les mettre en parallèle alors que j'ai pas envie de le faire. Enfin, mais là, mais parce que c'est mis en parallèle par beaucoup de politiques. Je sais. Bah, ça me débecte. Moi, pour moi, genre, c'est pas... en fait, là, tu sais, quand il y a des gens... on m'a reproché aussi, désolé, je parle beaucoup de moi, mais parce que ça m'a fait du mal, ça m'a fait me questionner beaucoup. Genre, on m'a reproché d'avoir dit, oui, à partir d'un fait divers, donc là, on parlait de la mort de l'adjudant, je dis à partir d'un fait divers, il faut pas tout de suite passer à la loi dans l'émotion, il faut prendre son temps, etc. Alors même que, en 2023, lorsque il y avait eu l'assassinat de Naël, là, j'avais dit, là, il faut abroger le permis de tuer, il faut changer la loi, etc. tout de suite. Donc, j'avais pas eu la même réaction. Mais c'est parce que moi, je m'inscris pas en fait dans. J'ai pas la même. J'ai une histoire personnelle. Je suis genre inscrit dans des dynamiques politiques, tu vois. Genre, je suis de gauche. Je suis plus sensible à certaines choses qu'à d'autres. Et genre, c'est vrai que j'ai réagi d'une manière qui est différenciée par rapport à deux personnes qui sont mortes. Et je comprends en fait qu'on puisse dire putain, c'est inadmissible de penser comme ça. Et même moi, à posteriori, je me dis genre,
ça me débecte, tu vois, de penser comme ça. Et, genre, juste en finir là-dessus, genre, lorsque on change la loi, il faut le faire avec énormément de pincettes. Il faut faire très attention. Notre édifice légal, la façon dont est rédigée notre constitution, c'est des choses qui sont sédimentées, tu vois, ça a mis très longtemps à se constituer comme ça. Ça doit être le fruit de débats qui doivent être posés et pas sur le coup de l'émotion. Ça, c'était Sarkozy, Nicolas Sarkozy, il disait « un fait divers, une loi ». Et genre, on voit le résultat en matière notamment de politique pénale, c'est absolument catastrophique. On est tous d'accord qu'on est là pour se parler simplement. Ouais. Ok, donc je vais parler simplement, vraiment comme je le ferai dans mon salon. Ce que je constate, c'est, vous me dites si vous êtes d'accord et vous avez le droit de ne pas être d'accord, c'est que j'ai l'impression que le RN a plus de compassion et les partisans du RN par rapport à ce qui se passe avec l'affaire du policier, voilà, qui est tragiquement décédé, et que la gauche ou LFI va avoir plus, c'est que mon avis, hein, ça ne veut pas dire que c'est vrai, va avoir plus de compassion, par exemple, pour Nahel et pas de mots pour le policier. J'ai pas vu, par exemple, de tweet de Mélenchon sur cette affaire-là. Et inversement, même Sarah Knafo, quand elle va prendre la parole, c'est pour investiguer Omar Sy, Mbappé, en disant oui, vous avez su tweeter sur Nahel. Pourquoi vous tweetez pas là pour la femme du policier? Vous le constatez pas ça, ou je suis fou? Bon, déjà, premièrement, là, on a entendu des propos de femmes en deuil. On a tous eu à vivre des deuils et je peux que comprendre à quel point c'est dur. Et c'est pourquoi, moi, je m'évite vraiment à commenter les propos de gens qui sont en deuil, par respect pour le deuil. Et pour moi, c'est une règle qu'on doit se fixer en politique. Quand il y a des drames comme ceux-là, moi, je fais toujours très attention avant de parler politique. Pour Nahel, il y avait eu quand même un cas particulier. C'est qu'au moment où Nahel est tué, vous avez sur les plateaux de télévision les médias qui racontent c'est un délinquant multirécidiviste qui a tenté d'attaquer le policier. Et c'est pour ça que le policier a tiré. Et au même moment, sur les réseaux sociaux, on voit apparaître une vidéo qui démontre la version officielle des médias et de la police. Et là, à partir de ce moment-là, nous, on se retrouve dans une situation où, moi, j'en ai dans ma circonscription des gens qui ont eu à vivre des violences policières et qui disent mais de toute façon la parole de ses collègues elle a été au-dessus de la mienne et là en fait il y a eu tant de jeunes qui ont été tués par la police dans les quartiers populaires et à chaque fois la version officielle de la police éteignait l'histoire et là il y avait une vidéo et pourtant les politiques et les médias continuaient de faire comme si de rien n'était et là à ce moment-là oui il faut agir politiquement. Mais je veux vraiment, et j'insiste vraiment, et tu as parlé de Sarah Knafo, je veux vraiment le dire, ce ne sont pas deux histoires qu'on peut comparer. Parce que je sais très bien ce qu'essaye de faire le Rassemblement national. Ce sont des gens qui cherchent à créer un clivage dans la société. Ce clivage dans la société, il est basé sur le racisme. Chaque fois qu'il y a un problème quelque part dans le pays, c'est toujours une question raciste. Regardez, l'emploi, écoutez, c'est qu'ils viennent voler notre travail, ou qu'ils ne travaillent pas assez. Ou la question de l'intégration, ils provoquent en portant, je sais pas, par exemple, ils n'aiment pas les femmes voilées, elle provoque en portant un voile. Et en même temps, ils disent, elle le porte parce qu'elle n'a pas le choix. Et à chaque fois, tout le temps, ils créent un clivage autour de ça. Ce sont deux histoires qui n'ont absolument rien à voir. Je sais que tu n'es pas Jean-Luc Mélenchon, mais par exemple, pourquoi Jean-Luc Mélenchon, chef de file quand même, pourquoi il n'a pas tweeté? Et je vais terminer sur une chose, c'est parce qu'aujourd'hui, dès lors que vous vous retrouvez dans des situations comme ça, sinon on se retrouve à dire, ce qui est la réalité, cette femme est en deuil, c'est horrible ce qui est arrivé. Et on a des choses politiques à dire sur le sujet. S'il y a une loi, on a des choses politiques à dire sur le sujet. Mais vous savez ce qui va se passer si jamais nous, on vient parler sincèrement de ce qu'on ressent et de notre compassion? On va avoir tous les médias qui vont arriver et qui vont dire « Non mais attendez, vous là sur la police, vous critiquez la police et là maintenant vous soutenez ce policier ?» Bah oui, j'ai des reproches à faire à l'institution policière. Et pour autant, c'est une fonction que je respecte. Et j'ai aussi du respect pour les personnes qui se sacrifient. Oui, en vrai, peu importe LFI, peu importe RN, peu importe l'étiquette, pourquoi juste pas se réunir sur une tragédie, sur un drame? Pourquoi prendre la parole quand on est RN parce que c'est un policier qui a été tué? Pourquoi prendre la parole quand on est LFI, quand on est gauche parce que c'est un jeune homme de quartier qui a été tué? Pourquoi pas tout simplement pas prendre la parole pour la vie? Et parce que je voulais vous parler, comme on a dit, on parle très franchement et très sincèrement. Parce qu'à la France Insoumise, chaque fois qu'on dit quelque chose, ils trouveront toujours la petite bête pour nous en mettre plein la gueule.
Et nous, en l'occurrence, c'est pas vrai de dire qu'LFI on n'a rien fait sur le sujet. On a Antoine Léaumont, un excellent député de chez nous, particulièrement intéressé aux questions de la gendarmerie, qui a réagi. Et on a eu une réunion de groupe dans le groupe La France Insoumise où on en a parlé. Et on a dit, bon bah, il y a ce drame, quelle est l'analyse politique? Et Antoine Léaumont en a fait une analyse politique. Il expliquait, mais là, regardez, tous ces gens, ils sont en train de vous dire, oui, il fallait que les peines soient pures, mais la question, c'est de savoir comment éviter ces drames, pas comment les punir, comment les éviter. Et il y a tout un enjeu, et sur la question particulièrement des gendarmes, sur la question des conditions de travail dans la gendarmerie et dans la police. Oui, il y a une policière qui s'est tuée voilà, avec son arme de service chez elle. Les métiers de la police et de la gendarmerie sont les métiers parmi lesquels il y a le plus gros taux de suicide. Et on a fait une demande de commission d'enquête sur le taux de suicide dans la police. Mais à chaque fois que nous, on veut parler de ces sujets en disant il y a un mal-être dans la police, il y a aussi une question sur le rapport entre la police et la population. Chaque fois qu'on aborde cette question, chaque fois qu'on veut parler des violences policières ou du mal-être institutionnel, à chaque fois on arrive et on n'arrive pas à avoir ces débats. Et il y a plein de débats sur lesquels on n'arrive pas à parler parce qu'on ne nous laisse pas le faire sur les violences policières, sur la Palestine, sur la concentration des médias, sur le partage des richesses, sur l'islam. Il y a plein de débats politiques aujourd'hui dont on parle tout le temps. Mais si jamais vous tentez d'apporter un autre point de vue que le point de vue qui est dominant, alors là tout de suite, vous ne pourrez pas débattre. Et pour le coup, et je le dis, c'est aussi pour ça que je suis ici aujourd'hui. Parce que c'est à peu près, et je veux que les gens qui m'écoutent en prennent conscience, je vous le dis en tant qu'homme politique français de gauche, c'est à peu près l'un des seuls endroits dans ce pays où je peux m'exprimer longuement et donner mon avis politique sans derrière me prendre une question ou une fake news ou un détournement de mon propos. Et c'est rare en fait les espaces où on peut parler correctement de politique. Voilà pourquoi est-ce que pour nous, c'est difficile de parler de l'institution policière. Parce qu'à chaque fois, on va nous dire des choses horribles en disant « Ah mais regardez, vous avez critiqué le système policier, donc vous vous en fichez de ce gendarme qui est mort. » Non, clairement, j'ai regardé la vidéo et moi en écoutant la vidéo, et j'ai entendu plein de critiques que les gens ont fait, moi j'ai vu une mère qui vient de perdre son mari, la mère, le père de ses enfants. On est humain avant tout, quoi. Et je suis d'accord avec toi, on devrait pouvoir l'exprimer, avoir des moments d'unité nationale. Oui. Mais aujourd'hui, je le dis, c'est devenu impossible d'avoir des moments d'unité nationale. Parce que tout est tellement tendu politiquement qu'on en est à là. Maureen, j'aimerais avoir ton avis, Pablo, aussi sur une vidéo qu'on va regarder de Raquel Garrido qui donne une interview aux médias, si je ne me trompe pas, Légende. Merci beaucoup de m'avoir transmis l'information, avec un discours qui a fait réagir. On la regarde et vous me donnez votre avis juste après. Sur les refus d'obtempérer, c'est de se poser la question de savoir pourquoi. Et en réalité, on a un peu de recul là-dessus. Aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus de refus d'obtempérer, c'est aussi, parmi d'autres, le fait que les gens n'ont pas le permis. Les jeunes n'arrivent pas à se payer le permis. Le permis est trop cher. Donc, on roule parce qu'on en a besoin pour aller travailler, on a besoin pour vivre, mais on n'a pas le permis. Ce qui fait que quand on est contrôlé, on essaie de se carapater. Idem pour l'assurance. Il y a de plus en plus de gens qui roulent sans assurance. Donc, ça génère des refus d'obtempérer. Donc, déjà, si l'accession au permis était gratuit ou vraiment pas cher pour les jeunes, si c'était pris en charge au niveau, par exemple, des lycées, pour que tout le monde à 18 ans déjà ait un permis. Si l'assurance était moins chère, déjà, on éliminerait une grande partie des refus d'obtempérer. Alors le discours de Rachel Garrido, c'est entendable, c'est légitime, c'est choquant, c'est insensé. Comment vous le qualifieriez, Maureen? Il y a une partie qui peut être entendable sur un certain principe, quand on regarde effectivement s'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir financer par exemple leur permis de conduire, etc., qui se retrouvent dans ces situations. C'est entendable sur cet angle-là. Oui, parce que si j'ai pas les moyens de devenir médecin, voilà. je vais pas te faire une opération du cœur. Exactement. Donc c'est sur cet angle-là, dans le sens où voilà, ok, il y a plein de gens qui roulent sans permis, donc il y a plus de refus d'obtempérer. C'est un constat. Mais ce n'est pas une raison valable, certainement pas. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a de nombreuses personnes qui prennent déjà, enfin on le sait de toute façon, mais c'est très dangereux de prendre le volant sans avoir de permis de conduire, parce que ce n'est pas juste un bout de papier ou une manière d'apprendre, ne serait-ce que voilà, 20 heures de conduite et on a le permis. C'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça, c'est de la pratique, c'est un danger ultime, la voiture. Le nombre d'accidents qu'il y a tous les ans, tel en voiture, c'est inquiétant. Et en fait, pour les refus d'obtempérer, mais... Un policier, nous sommes d'arrêter, qu'on soit en tort, qu'on soit pas en tort, qu'on ait peur, qu'on n'ait pas peur, on s'arrête. C'est comme ça, c'est la police, donc on s'arrête. Donc moi, je trouve que défendre un refus d'obtempérer sur le principe, c'est assez inquiétant. En fait. C'est pas ce qu'elle a fait. Non, mais trouver des raisons, trouver adoucir un petit peu. Et vous voyez, c'est exact là ce que j'expliquais avant.
on est un peu dans ça. C'est que Raquel Garrido, qu'est-ce qu'elle explique? Et j'ai beaucoup de nuances à apporter à son propos. Qu'est-ce qu'elle explique? Elle dit, bah ouais, en fait, vous avez des jeunes qui ont besoin du permis de conduire pour vivre et pour travailler, et en fait, au moment de se faire contrôler, bah, ils n'ont pas le permis, donc forcément, ils flippent, ils partent. Ça ne veut pas dire qu'elle dit conduisez sans permis. Ça ne veut pas dire qu'elle dit, ils ont raison de faire des refus d'obtempérer. Moi, j'ai pas dit qu'elle Non, mais il y a une différence entre justifier et expliquer. Mais vous ne faites pas correctement de la politique si vous n'expliquez pas correctement les choses. C'est ce que j'ai dit là, au début. Non, justement, parce que... je disais que c'était entendable. Voilà. Le fait, justement, le fait qu'il y ait des gens sans permis et donc, du coup, qu'il y ait des gens qui fuient face à la police. À aucun moment, Raquel n'a cautionné ça. Non, mais c'est ce que Raquel existait. Les voitures sans permis, ça existe aussi. Bien sûr, bon, c'est très cher, donc c'est encore autre chose. Je suis totalement d'accord. Ne roulez pas sans permis. Et pour le coup, à partir... je vais... La fonction de policier et de gendarme, il faut comprendre quelque chose. Je le redis, je suis républicain, je suis démocrate. Pour moi, dans mon pays, le seul souverain, c'est le peuple. Et quand vous avez les représentants du peuple qui, dans les différentes institutions, font la loi au nom du peuple, et que vous avez un gendarme ou un policier qui exerce comme fonction le fait de faire appliquer la loi du peuple par le peuple et pour le peuple, pour moi, c'est presque sacré. Et cette fonction-là, c'est une fonction pour laquelle j'ai énormément de respect. Et c'est pour ça que je suis critique vis-à-vis de cette institution. C'est justement parce que je suis exigeant vis-à-vis de cette institution et parce que pour qu'elle soit respectée, il faut qu'elle soit respectable. Et qu'on a des moments, des dérapages, des comportements qui ne vont pas et qui font que justement ça dégrade l'image de cette institution. Et puis il faut accepter que les policiers et les gendarmes sont des humains aussi. Il faut accepter, donc ils peuvent faire des erreurs de facto. Bien sûr, comme n'importe qui. Pas de souci, c'est possible de faire des erreurs. Mais moi, pour le coup, dans ma circonscription, j'ai vu des policiers se comporter n'importe comment. Quand vous avez un professeur qui gifle un élève pour un oui ou pour un non, on exclut ce professeur. Bien sûr. Et quand vous avez un policier qui se comporte mal, il est normal aussi qu'il soit exclu. Et je le dis, il y a aussi des policiers qui cherchent à faire le mieux possible leur métier. Je les connais, je travaille avec eux. Bien sûr. Maintenant, sur la question du refus d'obtempérer, il faut avoir conscience, et c'est là où c'est compliqué d'avoir un débat politique sur cette question, il faut avoir conscience qu'il y a une partie de la population qui a peur de la police. Parce que le seul rapport qu'ils ont eu avec la police, ce sont des rapports qui se sont mal passés. Des jeunes dans les quartiers populaires qui ont été contrôlés au faciès. Et par contrôle au faciès, je veux parler du fait que toutes les semaines, voire même parfois plusieurs fois par jour, j'en connais, vous avez le même policier qui vient contrôler votre identité alors qu'il sait très bien qui vous êtes. Parfois des policiers qui se comportent mal, qui insultent, qui sont violents. Et puis aussi des gens qui, quand ils ont... Le seul service public qu'ils connaissent, c'est une école qui est dégradée et une police avec laquelle ils ont des mauvais rapports. Et pour le coup, l'État n'existe pas autour dans ces quartiers qui sont totalement abandonnés par l'égalité républicaine, dans l'accès qu'on doit leur donner. Ce qui fait que des moments, vous avez des personnes qui ont un rapport à la police qui fait que l'autorité légitime de l'État, ces jeunes-là, ils ne veulent pas y consentir. Et alors vous pouvez dire, écoutez, c'est pas compliqué, on va les frapper et on va les punir jusqu'à ce qu'ils acceptent. Ou vous pouvez vous dire, écoutez, il va falloir réfléchir à la question du rapport entre la police et la population. Et le rapport à la police et la population, ça passe par notamment une police de proximité. J'ai chez moi des policiers que je connais qui, eux, n'ont jamais mis les pieds dans un quartier populaire. Et eux, tout ce qu'ils connaissaient de la banlieue, c'est les qu'on leur raconte à la télévision. Il y en a un, il me dit, moi j'avais peur avant d'arriver ici. Mais quand vous avez des policiers qui connaissent le quartier, qui connaissent les familles, qui connaissent les gens, une police de proximité. Pour redonner l'exemple, c'est le gendarme que vous connaissez avec qui vous pouvez prendre un café dans le coin. Donc est-ce qu'il faudrait réformer la police ? Il faut réformer la police et Nicolas Sarkozy a supprimé la police de proximité. C'est une grave erreur. Moi, je distingue deux polices. Vous avez la police de proximité et cette police, c'est celle qui est chargée du contact régulier avec la population. Et ensuite, vous avez une police d'intervention. La police d'intervention, c'est la police qui est armée et qui doit intervenir dans des situations qui sont des situations de danger absolument évident. Parce qu'il y a des policiers que l'on met dans des situations de danger absolument évident. Non seulement c'est risqué pour les personnes pour qui la police intervient, mais c'est dangereux pour les policiers eux-mêmes. Et puis enfin, je terminerai sur une chose, il faut arrêter la politique du chiffre dans la police. On demande à la police des choses totalement absurdes. Le contrôle au faciès, c'est notamment dû au fait qu'on demande aux policiers de faire de la politique du chiffre. Les contrôles abusifs, c'est demander, on fait de la politique du chiffre. Ils mettent même des PV parce que la politique du chiffre, pour que vous ayez des ministres de l'Intérieur qui arrivent et qui disent « Regardez, avec moi, l'autorité, elle fonctionne, on a tel chiffre, on a tel chiffre, on a tel chiffre. » Il faut arrêter avec ça. Et c'est là où vous prenez la question de manière globale. Il y a la question du rapport entre la police et la population. La question de pourquoi est-ce que ça va mal dans la police en interne. Et une fois que vous avez traité toutes ces questions-là, en prenant du recul, en expliquant des choses sans jamais les justifier, et là, vous êtes capable d'avoir une bonne politique qui fonctionne. Et là, par exemple, ce que je viens d'expliquer ici, sur n'importe quel autre plateau télé, j'aurais été coupé en 30 secondes. Et voilà ce que pense la France insoumise de la police. Non, on n'a pas de problème avec la police.
On respecte cette institution et c'est pour ça qu'on veut qu'elle se donne tous les moyens d'être respectable. Moi, je trouve que ça manque un petit peu d'écoute de façon générale. Et c'est pour ça que je voulais que l'écoute, elle soit très importante et très active dans cette émission, quand bien même on ne partage pas tous les mêmes points de vue. Et c'est normal, on est des êtres humains différents. Et quand bien même, je le dirai toujours et jamais assez, on ne développe pas une liberté, une vérité absolue. Ici, voilà. Chacun, quelque part, parfois, a une part de vérité. C'est important de le rappeler. Une réaction peut-être, Pablo, avant qu'on passe à la question qui tue de Maureen pour clôturer ce sujet? Ouais, j'entends ce que dit Louis et je pense que moi j'ai regardé le programme de la France Insoumise et plus largement du nouveau Front Populaire sur les questions de police et il est très intéressant. Ce que vient de dire Louis est très intéressant. Le seul problème, et c'est-à-dire que Louis a parlé du problème entre la police et la population, qui est un vrai problème qu'il faut résoudre et je pense que les policiers aussi, et les gendarmes sont conscients en fait de ce problème et qu'il faut chercher à le résoudre. En revanche, il y a aussi un problème entre la gauche et la police, et en particulier entre la France Insoumise et la police. Et ce problème-là, il faut aussi travailler à le résoudre. On a l'impression que vous vous aimez pas. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, ce que tu as dit... Oui, mais tout à l'heure, ce que tu as dit, Sam, c'est tout à fait juste. Tu as dit, genre, en gros, le Rassemblement national considère la police comme des héros. Et là où la France Insoumise et plus largement la gauche... Considérés comme des crapules. Pas comme des crapules, mais passent leur temps en fait à émettre des critiques. Et donc, ça crée forcément une distorsion. Et au bout d'un moment, quand tu es policier, tu te dis, bon, bah, je vais plutôt me tourner vers ceux qui considèrent que bah, on est des héros, plutôt que vers ceux qui passent leur temps à nous critiquer, à dire qu'on est des assassins, etc., etc. Là, oui, bah, moi, j'ai identifié ce problème. Et surtout qu'il y a un vrai truc, c'est qu'à gauche, normalement, tu passes ton temps aussi à donner la parole aux personnes concernées. C'est-à-dire que c'est un truc qui est très fort. C'est-à-dire que tu dis, bah, écoute, pour parler de la condition des femmes de chambre, bah, c'est bien que ça soit une femme de chambre, en fait, qui prenne la parole et qui parle de son expérience. Pour parler des violences policières, c'est important que ce soit des gens qui ont été victimes de violences policières ou qui subissent ce racisme de la police qui parle de ces questions-là. Le problème, c'est que sur la police, je connais pas beaucoup, peut-être que je me trompe, Louis, tu vois, mais de policiers qui parlent en tant que policiers, depuis leur expérience de policier, et qui portent le discours. Pendant qu'ils sont en mission. Mais il y a des syndicats, et le problème, c'est que quand tu écoutes les syndicats, ils portent plutôt le discours de la droite et de l'extrême droite que celui de la gauche, ce qui est un vrai souci. Il y en a plein des policiers malheureux aussi. Mais exactement, et ça doit exister, il doit y avoir des policiers qui moi, c'est un problème de qui parle. C'est-à-dire que le discours de Louis, il est parfait, enfin vraiment, et je pense que beaucoup de gens pourraient le signer. Le seul problème, c'est qu'il émane de Louis. Et il émane pas d'un type qui a, genre, je sais pas moi, 30 ans de CRS et qui sait ce que c'est que la police. Parce que là, il aurait plus de poids. Et encore une fois, je tiens ce discours-là, d'abord et avant tout, et aussi pour, genre, encore des gens. Moi, par exemple, moi qui suis dans une famille bourgeoise, lorsque je parle des 5 € d'APL, je connais les limites, en fait, de ma capacité à en parler. C'est-à-dire que je peux en parler, je peux me battre, mais par contre, je laisserai toujours la parole à quelqu'un qui a vraiment vécu, en fait, qui sait ce que c'est que la faim et les fins de mois difficiles. Moi, c'est pas mon cas. Et ben, c'est la même chose pour la police. Et le problème, c'est que la gauche, aujourd'hui, elle n'a pas accès à ce corps. C'est quand même 150 000 personnes. Et genre, est-ce que LFI peut renouer le dialogue avec la police? Bah, c'est pas compliqué. À partir du moment où vous êtes des policiers qui disent, bon bah oui, on va arrêter le contrôle aux faciès, on va arrêter les violences policières dans les quartiers populaires, dans les manifestations, on va accueillir correctement la parole des femmes et tutti quanti. Bref, qui disent, on a envie de contribuer à améliorer cette institution. Oui, il n'y a pas de souci. Mais il faut aussi le dire, il y a des policiers qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y a des policiers, et j'en connais, des policiers qui sont foncièrement racistes. Et il y a aussi énormément de policiers qui ont un problème avec le racisme. Enfin, il suffit quand même de regarder le taux... Il y a des policiers qui sont racistes, il y a des caissières qui sont racistes, non, il y a mais des patrons d'entreprise qui sont racistes. Attention, je suis désolé, je fais une distinction. Premièrement, quand vous avez dans cette profession autant de policiers qui votent Front National, se pose une question. Parce que le Front National, c'est pas n'importe quel vote. Le Front National, c'est Rassemblement National. Le Rassemblement National, c'est quand même un vote qui dit, écoutez, il y a une pénurie, donc du coup, globalement, qui on va sacrifier? Les immigrés et les banlieues. Et tout ça sur un fond, parce que quand ils parlent d'immigration, c'est pas l'immigration ukrainienne qui leur pose problème. C'est toujours l'immigration africaine et l'immigration orientale. Et quand vous voyez que derrière, sur le contrôle, sur les violences policières, même sur, par exemple, les policiers, comme ce qui s'est passé avec Naël. Quand vous voyez que moi, par exemple, j'ai jamais été contrôlé par la police et que mes potes noirs et arabes, eux, étaient contrôlés 10 fois alors qu'on vit dans le même coin, oui, il y a quand même un problème. Il y a un problème de racisme.
Si vous êtes d'accord pour dire que l'institution doit avancer, alors on avance ensemble. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ça, on n'est pas d'accord avec ça. Et vous ne pouvez pas être policier. Non, vous ne pouvez pas être policier et raciste. Vous ne pouvez pas être policier et sexiste. Vous ne pouvez pas être policier et homophobe. Parce que c'est incompatible avec la fonction. Mais tu sais, il y a juste au début des années... Oui, puis on va finir sur Maureen. Mais dans les années 80 et 90, il y a un sociologue qui s'appelle Bourdieu, qui était quelqu'un de très important pour la gauche, qui a commencé à avoir des critiques, mais vraiment très très dures vis-à-vis de l'éducation nationale et de l'école. Et il disait, l'école, ça reproduit les inégalités, c'est une machine à broyer, etc. etc. C'était un type de gauche. Ça a été repris par la gauche. Et bien pour autant, et donc la gauche tenait un discours qui était très très dur vis-à-vis de l'école à cette époque-là. Pour autant, la gauche n'a pas lâché, enfin les profs n'ont pas arrêté de voter à gauche parce que, alors même que les politiques de gauche disaient l'école reproduit les inégalités sociales. C'est-à-dire qu'il y a une façon en fait de parler, de critiquer une institution sans qu'elle se retourne complètement par rapport à celui qui a émis cette critique. Et aujourd'hui, moi, je suis désolé, mais genre, je le redis, genre, pour moi, le problème, c'est il va falloir trouver des policiers qui portent votre discours, tu vois. Mais qui le portent, non, mais qui le portent à la télé, qui le portent sur les réseaux sociaux, tu vois. Et aujourd'hui, je suis désolé, il n'y a pas de policiers, genre, dans l'écosystème de la gauche. Et je pense que c'est dommage. Tu vois, quelqu'un qui dit, moi, j'ai été CRS 30 ans, et genre, je tiens le discours de Louis Boyard. Il doit y en avoir, hein. Oui. Mais genre, pour l'instant, il ne s'affiche pas. Pose la question à Bruno Attal. Maureen. Non. Oui, juste pour Si on pouvait terminer éviter sur Bruno ce que Attal. disait Louis tout à l'heure sur le fait de renouer en fait entre le citoyen, les citoyens de banlieue, etc. aussi bien sûr, et la police. Il y a beaucoup de policiers aussi qui parlent de ça. Hein. C'est quand même très présent, je trouve, dans la police. Moi, personnellement, pour avoir échangé avec de nombreux syndicats de police aussi dans le cadre de mon travail, il y avait cette question qui revenait quand même beaucoup, surtout à l'époque où il y a eu du coup toutes les émeutes, etc. suite à la mort. J'ai couvert sur le terrain en tant que journaliste ces émeutes-là, par exemple. Et j'ai échangé avec quelques jeunes aussi un petit peu, voilà, sans justement caméra ou quoi que ce soit. C'est le travail de terrain, de parler un petit peu avec les gens, etc. On avait discuté avec quelques jeunes qui passaient par là, qui venaient pour... alors, ils n'étaient pas forcément en train de participer aux émeutes à proprement parler, mais ils venaient soutenir en tout cas certaines manifestations qu'il pouvait y avoir aussi dedans, etc. Et en fait, ils nous parlaient beaucoup de ça. Du fait qu'en fait, il disait, nous, on n'a pas l'impression que la police nous écoute. Si, par exemple, on leur explique que on n'a fait aucun délit, que ça peut être aussi injuste parfois un contrôle, parce qu'il y en a qui veulent juste expliquer ça, qui questionnent aussi le pourquoi ils se font contrôler. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une rupture de discussion entre la police et le citoyen. Et c'est là, je trouve, c'est même le point principal, en fait, des relations dans la société. Il y a un travail peut-être de réunion à faire. Mais c'est le plus important, je pense, à régler, en fait. C'est vraiment la communication. Parce que la police, c'est une instance qui, en fait, justement, est avec le citoyen. On a besoin d'eux. Mais on a besoin d'eux. Et c'est une instance qui est dans la société, avec le citoyen, dans la vie de tous les jours, dans la rue. Il faut pouvoir discuter. On ne peut pas ne pas discuter. Il faut revenir sur ce qu'avait dit Sarkozy. Sarkozy, il avait dit, on va arrêter. Un mot de la fin, je vous propose un mot de la fin, tour de canapé, mot de la fin. Louis Boyard. C'est aussi que les syndicats de police, ils ont beaucoup l'occasion de s'exprimer. Oui. Mais par contre, les jeunes de quartiers populaires, eux, quand est-ce qu'ils ont l'occasion de s'exprimer? En vrai, quand est-ce qu'on voit un jeune de quartier sur un plateau de BFM? Alors imaginez sur un plateau de CNews. Ce que je veux dire, c'est que le mot violence policière n'est même pas un mot qui est utilisé par la classe politique ou même par la classe médiatique. La question du contrôle aux faciès n'est toujours pas reconnue par l'État français. Il faut s'en rendre compte. Gérald Darmanin, le ministre démissionnaire, refuse de reconnaître qu'il y a un contrôle aux faciès. Et ces jeunes-là, en plus, ils n'ont pas la parole. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on parle de discussion, ça implique aussi que les jeunes qui sont victimes des pratiques décadentes de l'institution policière, eux aussi, ils ont le droit à la parole. Et pour le coup, non seulement on leur donne jamais l'occasion de parler, mais même quand ils veulent utiliser des mots, ce sont des mots qui sont interdits. Et l'un des principaux sujets, c'est celui d'avoir le droit de critiquer l'institution policière. Pas parce qu'on déteste les policiers, justement parce qu'on aime l'institution policière, parce qu'on aime la République, et puis nous, c'est ce qu'on cherche à faire. Moi, je pense qu'il faut... Pablo, mot de la fin. Pour moi, genre, le problème, le tournant, c'était Nicolas Sarkozy quand il est arrivé et qu'il a dit c'est pas possible. Non. Oui, ça aussi, mais c'est quand il a dit les policiers, vous n'êtes pas là pour jouer au foot avec les jeunes des quartiers, tu vois, avec des jeunes délinquants. Quand il a dit ça, il a coupé quelque chose, parce que précisément, moi je pense que le rôle de la police, c'est aussi de jouer au foot avec les jeunes, d'ailleurs de tous les quartiers. Il y a des trucs qui s'appellent, j'ai découvert l'existence de ça, c'est des centres de loisirs qui sont organisés par la police, genre dans certains quartiers, il y en a à Clichy-Montfermeil, il y en a à Marseille,
il y en a à Nantes. C'est organisé par des policiers avec les jeunes des quartiers qui ne peuvent pas partir en vacances et ils font des activités. Ça marche hyper bien. Mais les policiers qui sont dans ces centres de loisirs, ils sont considérés par les autres policiers comme des traîtres. Parce que, genre précisément, ils jouent avec les jeunes des quartiers. Moi, je trouve que c'est pas possible qu'ils soient traités de cette façon-là. Et je pense que ce type de choses, il y en a pas beaucoup en France, mais il faudrait que ça soit démultiplié et qu'on leur donne plein d'argent à ces centres loisirs jeunesse tenus par des policiers. Maureen, mot de la fin sur ce sujet? Écoute, moi je pense que j'ai tout dit et que vraiment, pour moi, la solution, c'est l'écoute entre police et citoyens. En tout cas, merci beaucoup, parce que je trouve qu'on a tous fait preuve d'écoute. Merci, Louis Boyard, d'avoir accepté mon invitation. J'ai trouvé super de pouvoir parler, de pouvoir s'écouter, de pouvoir s'entendre, même si on n'est pas forcément d'accord. C'était le but de cette émission informelle, c'était rendre accessible une information, apporter des grilles de lecture, sans forcément chercher, tu sais, ce buzz en cascade perpétuel qu'on peut trouver un petit peu de partout quand on parle de politique. Donc, je sais qu'il va y avoir beaucoup de critiques en mode « oui, il n'y avait pas assez de contradictions, et pourquoi il n'y a pas quelqu'un du RN, et pourquoi il n'y a pas quelqu'un de droite ?» On a lancé des invitations à la droite, on n'a pas eu encore de réponse. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est quoi qu'il en soit, je trouve ça plutôt cool qu'on ait pu échanger. Voilà. Le prochain plateau, ça en sera encore un autre. Et tu es encore le bienvenu. Avec un immense plaisir. plaisir. Boyard. Pablo, merci infiniment, vraiment, merci pour à tout ce que tu as pu nous expliquer, ta vision, ton recul, nous apporter aussi, qu'on soit d'accord ou pas. Voilà, ça reste intéressant ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Et Maureen, pareil, vraiment merci beaucoup pour tout le déroulé que tu as pu faire, pour tes prises de parole sur chacun des sujets qu'on a développés. Et merci à vous. J'espère que ce format informel, pour le coup il l'est, vous plaît. On se retrouve dans 15 jours avec un nouveau plateau, des nouveaux invités. Quels seront les députés qui viendront s'asseoir là sur ce canapé où tu es, Louis Boyard? Peut-être Gabriel Attal, il sera plus Premier ministre, il va redevenir député. En tout cas, je lance l'invitation à Gabriel Attal. On se retrouve donc dans 15 jours sur Informel. Prenez bien soin de vous et rappelez-vous que la politique, ce n'est pas fait que pour l'élite. Bye bye.